Top, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le premier live de la tournée Tromito. Comme je vous en avais parlé, comme je vous avais promis, on en a parlé hier. Je travaille dans le cadre d'une association qui s'appelle Lumière sur l'info, qui fait de l'éducation aux médias. Et voilà, depuis la fin du le début du mois de juin et jusqu'à mi-juillet, on a un camion qui sillonne toute la France, qui part du nord de la France jusque dans le sud, avec à l'intérieur de ce camion, en fait, des journalistes qui partent à la rencontre des Français, des citoyens, des vacanciers, donc aussi des touristes, pour parler de l'actualité, pour parler de la fabrique de l'information. Et donc je vais vous montrer ce magnifique camion. Donc là derrière moi, vous avez une affiche, l'affiche officielle. Alors forcément, quand on voit cette affiche-là, on la voit à l'envers. Donc c'est pas forcément le plus pratique. Il y a également le petit tréteau. Je vous ai mis bonjour TikTok, mais pareil, on le voit à l'envers. Et là, on voit le camion. Donc le camion dont je vous parle déjà depuis un bon petit moment. Donc ce camion-là, il ressemble à un food truck. On ressemble à vraiment un food truck. C'est quasiment un news truck. Il s'appelle le camion de l'information. Et l'objectif, en fait, pour ces prochaines semaines, c'est t'es beau comme un camion. T'es gentil, Tom. T'es gentil. Salut, Johan. Salut à tous. Bonjour, vous venez quand à Orléans? J'y suis à Orléans. Là, je suis du coup actuellement dans le cadre de cette tournée. Je suis au Campanile d'Orléans Ouest, qui a bien accepté que je puisse tourner en fait ce live sur son parking. Voilà, on va être là pendant 1 heure, 2 heures. On va parler du métier de journaliste. Je vous ai préparé une petite revue de presse aussi, des informations de la journée. Comment est-ce que l'information est traitée actuellement? J'ai aussi avec moi le test Tromito. Donc c'est un quiz qu'on utilise pour justement tester la réactivité des gens concernant l'information, leur connaissance, leur manière de lutter face aux fake news. On va parler intelligence artificielle, lutte contre la désinformation, qui est vraiment en fait aussi le cœur, l'esprit même de l'association Lumière sur l'info pour laquelle je fais partie. Et cette idée, vraiment cet esprit, c'est de faire de l'éducation aux médias populaires. Salut Hugo, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. C'est pour ça qu'on sillonne un peu partout, là. Franchement quand même. Imaginez, parce que la tournée, c'est des étapes, hein. On s'arrête dans des lieux atypiques, une aire d'autoroute, devant une mairie, devant une gare, devant un centre commercial, devant la poste, donc vraiment des choses un peu atypiques. Et là, on se dit, on va faire ça ensemble. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions sur le métier de journaliste, sur le secteur du journalisme, sur comment ça fonctionne habituellement. Voilà, nous on commente, on décrypte les médias. Aujourd'hui, on va aller plus loin. J'ai du matos comme pas possible, hein. Regardez, c'est la vraie bonnette. Du coup, c'est une initiative de qui ce camion? Il faut déjà partir de là. Alors, cette initiative de ce camion, elle est de l'association Lumière sur l'info. Lumière sur l'info, c'est une association qui a été créée en 2017, Hugo. Elle est née à la suite des attentats du 13 novembre. La fondatrice s'appelle Susanna Dorag, qui est une ancienne journaliste d'Arte, qui a aujourd'hui sa propre boîte de production. Et à la suite du coup des attentats du 13 novembre 2015, elle est partie sur le terrain à la rencontre de jeunes de banlieue. Et c'est à travers ces rencontres, ces témoignages, ces échanges avec le public qu'elle s'est dit, il faut créer quelque chose, il faut donner une explication de la fabrique de l'information auprès de ces jeunes-là. Et donc ça a débuté comme ça de manière un peu artisanale. Donc Susanna fonde cette association qui grandit petit à petit, qui commence à prendre ses marques, qui développe des projets, qui fait venir énormément de journalistes au sein des établissements scolaires, qui fait venir des journalistes qui vont aller directement à la rencontre des jeunes pour leur donner les clés de compréhension. Merci Zaitou. Ouais, mais on est une centaine de journalistes, plus d'une centaine de journalistes aujourd'hui dans cette association, des journalistes ultra engagés, dans cet même esprit, venir témoigner de notre propre expérience, raconter. Ah ouais, d'accord. Alors, je lis aussi vos commentaires, hein. Ancienne Arte, on s'amuse bien. Je suppose que CNews est blacklisté d'office. Je ne crois pas qu'on ait de journalistes de CNews, mais après, on serait ouvert à discuter avec eux, hein, savoir voilà, ce qu'ils pensent. Mais je ne pense pas, Hugo, qu'ils soient spécialement engagés dans l'éducation aux médias et à l'information, nos amis de CNews. Mon rêve de faire du journalisme en plus. Zaitou, pourquoi t'as pas envie de... Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire?
Je sais pas quel âge tu as. Peut-être que t'es en études encore. Est-ce que tu fais une licence? Salut Tesfor, tu prends en route. Bon, on vient tout juste de débuter. Ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un live un peu spécial, un live sur le métier de journalisme. J'ai raté mes concours. Après, tu peux toujours les repasser, hein. Pour devenir journaliste, il suffit enfin, c'est un bac plus 5 en général. On débute par une licence traditionnellement. Il y a plein de parcours différents, mais traditionnellement, on passe par un bac plus 3, une licence. Moi, j'ai fait une licence. Tu cherches un stage justement? Il y en a pas mal. Zaytoun, n'hésite pas à venir me voir en DM. Je te partagerai un fil sur Instagram d'une journaliste qui fait d'ailleurs partie de l'association Lumière sur l'info et qui partage les stages et les alternances. Peut-être que tu pourrais trouver quelque chose d'intéressant pour toi et comme ça tu pourras peut-être retenter ta chance d'un concours. Je pense que tu as déjà une licence et essayer de voir, parce qu'il y a énormément d'écoles aussi qui sont gratuites, hein. Toutes celles ne sont pas privées et extrêmement chères. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Salut Chloé, chouette. Ouais, bon, il y a une partie de l'équipe qui sont là, donc on est sur cette étape un peu improbable, hein, sur un parking d'hôtel. Donc le Campanier, il était super chouette pour qu'on puisse l'ouvrir. Bac plus 4, c'est super, Zaytoun. Il suffit, souvent, voilà, c'est arrivé à trouver une école de journalisme. Là, les concours sont finis, tu peux les préparer encore sur un an. Je ne sais pas quel âge tu as encore, parce qu'en effet, il y a parfois des barrières. Mais après, essayer de multiplier les stages, faire de l'associatif. Il y a des possibilités quand même pour pouvoir aujourd'hui essayer de côtoyer ce milieu journalistique. Il y a des associations aussi, tu peux faire ça sur du bénévolat. Voilà, tester un peu plusieurs domaines pour mettre sur ton CV déjà une certaine expérience. Donc c'est super chouette. Ce fil est super, je confirme, pour trouver des annonces. Exactement. C'est l'école de journalisme de Bolloré. Alors l'école de journalisme de Bolloré, mais pas que, hein, de plusieurs milliardaires. Télésphore, tu parles certainement de l'ESJ Paris. Et nous, il y a des écoles de journalisme gratuites à part les CELSA, Sciences Po, etc. Moi, par exemple, Terralob, moi je viens d'une école de journalisme qui s'appelle le Master de Gennevilliers, Master Journalisme de Gennevilliers, qui est aujourd'hui une école reconnue, moi qui n'étais pas reconnu à l'époque. J'étais l'un des premiers de cette école, enfin de ce master. Donc ça appartient à une université. Donc, à part payer les droits université, comme on trouve dans toutes les autres facs, il y a des possibilités, du coup, de faire du journalisme, en tout cas à moyen coût. Et puis, il y a d'autres passerelles qui existent. Il y a des groupes comme La Chance aux médias, La Chance au concours, qui viennent aussi t'épauler et donner aussi des bourses pour pouvoir aller dans d'autres écoles, voilà, qui sont très connues, le CFJ, le QEJ, le SJ Lille. Voilà, il y en a énormément aujourd'hui. Il y a une quinzaine dans mes souvenirs. Donc il y a quand même des possibilités de faire du journalisme et d'aller chercher vraiment des études qui ne sont pas si chères que ça. Donc voilà, donc l'idée, on fait ce qu'on fait à chaque fois quand on est sur ces étapes-là, on va sur des lieux inattendus. C'est pour partir à la rencontre de ces publics qui n'ont pas l'habitude de nous voir. Nous, on leur montre tous nos matos. Donc on a ici des caméras. Je ne sais pas si vous voyez, on a la bonnette de Bonjour, de France 2, de LCI, de BFM, de France Info. Donc cette initiative, elle est permise grâce à des partenaires, des fondations qui viennent nous aider, le ministère de la Culture, qui viennent nous apporter des financements, mais aussi des outils, des bonnettes, une certaine visibilité. C'est un accord. Et l'idée, c'est aussi de promouvoir à la fois l'ensemble du secteur journalistique, pas défendre tous les journalistes, mais expliquer aussi comment fonctionne le journalisme, savoir si les gens aussi sont en mesure de lutter face aux fake news. Parce que je ne sais pas si vous en voyez, il y a eu je vous ai préparé une petite revue de presse, j'ai pas réussi à trouver le numéro de l'Obs. Voilà, je suis à Orléans et c'est pas toujours facile aussi de trouver un kiosque. Donc j'ai sillonné avec le camion là, vous étiez dans le coin, vous auriez vu ce camion jaune sillonner un peu partout dans la région. Je suis allé jusqu'à Ingré, j'ai réussi à trouver un petit kiosque qui n'avait pas tous les journaux. Donc j'ai pas réussi à trouver le Nouvel Obs, et dans le Nouvel Obs, on apprend notamment que Monsieur Vincent Bolloré, donc du coup actionnaire du groupe Vivendi,
fait des rendez-vous secrets avec différentes personnes. Donc, je vous incite vraiment à aller voir cette superbe enquête sur Vincent Bolloré qui nous explique un peu son fonctionnement. Comment est-ce que Vincent Bolloré arrive à mettre justement la main sur la politique, sur les médias, sur la société, sur la pub. Bref, il y a énormément de domaines et c'est un article qui est extrêmement clair, extrêmement bien écrit. Donc c'est 70% de la population ne font pas confiance aux journalistes. Où tu sors cette info, Urbain? Bah, il me faut les sources, j'aime toujours les sources. Il est très dangereux cet homme. Bien sûr qu'on peut en voir une dangerosité à partir du moment où lui décide non pas de mettre son argent, et c'est clairement expliqué dans l'article, mais moi je le sais aussi, c'est extrêmement documenté, on sait depuis plusieurs années. Vincent Bolloré ne met pas l'argent dans un but de faire du business, il le fait dans un but idéologique. Et donc on voit dans cet article, par exemple, que Vincent Bolloré va passer énormément de temps avec des personnalités comme Éric Zemmour, comme Jordan Bardella. C'est lui qui lui a fait signer directement avec les éditions Fayard son prochain livre et qui lui a promis de financer sa campagne sur BFM TV. T'as vu ça, Urbain? Ouais, je sais pas, il faudra vérifier, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une crise de la confiance. Je reviens sur ce sujet juste après, mais je termine du coup sur Vincent Bolloré. On apprend notamment qu'il appelle directement des personnalités de l'antenne, comme les personnalités de CNews et comme Pascal Praud. Et dans l'article apparaît à un moment une séquence, bon voilà, c'est du off, mais qui dit que, comme il s'appelle... Pascal Praud assumerait vraiment d'être en climato-sceptique dans sa rédaction et de dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Pour revenir du coup à ce que tu disais, Urbain, sur le lien de confiance qui est en train de disparaître entre les Français et les journalistes, en effet il existe. Alors je ne suis pas sûr que ce soit le chiffre de 70, c'est énorme, mais en tout cas oui, il est grandissant. Il correspond aussi à une accélération de l'information via les chaînes d'infos en continu, via les réseaux sociaux. Et donc du coup tout ça vient alimenter aussi des théories du complot, des fausses nouvelles, l'IA qui vient impacter tout ça. Et donc quand on voit vraiment tout ce circuit-là, si on n'a pas les bons réflexes, la bonne méthodologie, très jeune mais aussi moins jeune, mais très jeune, il est difficile, de croire en l'information, de mettre en contexte une information-là et arriver à la comprendre, l'analyser et faire de soi comme un bon citoyen, un citoyen éclairé. C'est-à-dire que aucun journaliste ne doit vous dire pour qui voter. En revanche, un bon journaliste doit vous donner des faits, et c'est à partir de ces faits-là que vous allez pouvoir développer vous-même une opinion, un esprit critique, et cet esprit critique-là, il est essentiel. C'est aussi le but de notre association, de la tournée du Camion de l'Info, c'est donner les clés aux gens pour mieux comprendre. Je rattrape un peu dans le fil. Alors, pas d'insulte, c'est... Mon frère, alors Télésphore me dit, mon frère a débuté en radio libre en 80 avec Jacques Legros à Béthune. Ah ouais, ok, alors 80, c'est une date assez spéciale pour les radios, puisque c'est le moment des radios libres, l'ouverture de plusieurs fréquences par François Mitterrand. Alors à la fois, c'était vu comme une forme de nouvelle liberté de la part de François Mitterrand. Si on revient un peu dans le contexte, je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais faut savoir qu'il y avait énormément de radios pirates. Et en créant tout un marché des radios, François Mitterrand a mis fin aux radios pirates. Et ces radios pirates pouvaient être critiques vis-à-vis de François Mitterrand. Donc c'était aussi un projet d'avoir ça. Mais en tout cas, oui, les radios libres ont permis énormément de lancements. Et Télésphore, si tu me dis que ton frère a débuté avec Jacques Legros, ça lui fait un joli... Le soleil te va bien, merci Max. Voilà, alors je suis pas dans le sud, Heureusement, on en reparlera tout à l'heure parce que du coup j'ai feuilleté la presse et en effet une grosse actu dans le sud où je ne sais pas si j'aurais pu ouvrir comme ça le camion de cette telle manière. Le soleil tape, il fait chaud, mais c'est plutôt correct. Je me suis pris un peu d'eau, donc c'est plutôt agréable. Alors, du coup, n'hésitez pas à tout moment à poser des questions, à m'interroger. C'est quoi le camion? Ah bah, je vais te réexpliquer. En effet, il y en a qui arrivent comme ça. Alors, le camion, voilà, je remonte à ceux qui l'ont pas vu. J'ai fait un petit tour
du propriétaire. Ce camion, c'est le camion de Lumière sur l'info, donc c'est une association d'éducation aux médias. Ce camion, il sillonne toute la France pour partir à la rencontre des publics qui peuvent être éloignés de l'actualité, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mis en avant, et pour aller atteindre ces publics-là, qui n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer des journalistes, et ben cette association d'éducation aux médias, Lumière sur l'info, a décidé de s'engager, de prendre un camion un peu de style de food truck, hein, comme tu as pu le voir, Vax, et de partir à la rencontre des gens. Sur des lieux atypiques, là où les gens n'ont pas l'habitude de voir des journalistes, pour se faire vraiment être à brûle pour point, mais vraiment devant, face à face avec ces citoyens qui viennent nous poser leurs questions, qui viennent parler de l'actualité aussi avec nous, hein. On vient vraiment débattre, créer un événement, créer un échange, et le but c'est vraiment de recréer du lien, hein, remettre place aussi à une forme de démocratie. Alors, la presse, c'est l'un des piliers de la démocratie, les journalistes aussi, il est essentiel aussi de valoriser ce journalisme-là. Et pour nous aussi, c'est important de repartir au contact du public, venir vous écouter. Alors, moi, sur ce live, on est souvent en échange, hein, on a souvent l'habitude avec vous de débattre. En plus, le soir, hein, on est un peu plus nombreux, mais en tout cas, on a souvent l'habitude d'échanger, d'écouter. Moi, ça m'intéresse ce que vous pensez des médias, du fonctionnement. Mais voilà, quand on va à la rencontre dans un petit village, proche d'une poste, dans un camping, ben, on a un nouveau retour, ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, nous, journalistes, quand on va sur le terrain et quand on revient tout de suite. Beaucoup d'animateurs sont sortis de radio locale à l'époque. Ouais, tout à fait. Ce qui fait pas trop chaud. Il fait un peu chaud. C'est pour ça que je me suis pris une petite bouteille d'eau quand même. Je prends un peu des respirations. Alors je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul actuellement là. Donc je suis dans un hôtel. Demain, on fera un deuxième live, mais pas sur ma chaîne. On le fera sur le compte Tromito qui appartient du coup au compte TikTok de l'association. Je serai avec deux autres journalistes, quelqu'un qui a fait de la radio et une autre personne qui a fait du web. Et ça sera aussi l'occasion, ça sera sur du coup un autre compte. Mais aujourd'hui, je suis tout seul avec vous. C'était aussi un moyen de tester ce nouveau format, hein. Un coucou de Toulouse. Bah salut Ralpha, bah ouais, à Toulouse. Je ne crois pas qu'on passe par Toulouse, on va aller vers Clermont-Ferrand, après on va faire Limoges, Clermont-Ferrand, on passera pas par Toulouse, mais peut-être pour une prochaine tournée, on viendra parler, on viendra rencontrer les Toulousains dans cette ville rose, la ville qui chante. Non mais vraiment, il y a des... voilà, c'est déjà la tournée elle dure deux mois et demi, on a sillonné énormément de régions et on n'a pas le temps de faire toutes les villes. Ça demande aussi voilà, des moyens financiers, des moyens humains, donc c'est pas toujours facile, mais oui, magnifique ville, comme me dit mon cher Alexis qui est également journaliste et qui est présent sur cette tournée. Et pour ceux qui seront là à Marseille, si vous voulez venir voir le camion à Marseille, et ben, ça sera un plaisir d'aller rencontrer Alexis, parce que je crois qu'il est sur certaines étapes, et les autres journalistes, hein, qui sont super chouettes, super ouverts. Radio, FM, télévision, presse écrite, c'est la liberté suprême pour la presse. Tout à fait. Alors, après, ce que j'ai toujours, la liberté, c'est quand on nous la donne, c'est quand on l'a, c'est quand on a la possibilité d'aller enquêter, d'aller chercher de l'information, de ne pas être toujours contraint aussi par des actionnaires, par des décisions. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours particulier. Sur TikTok, beaucoup se prennent pour des journalistes. C'est vrai, Télésport, c'est vrai. Après, moi, j'ai ma carte de presse, j'ai 10 ans dans les pattes, j'ai une formation, mais je me doute que tu parlais pas de moi à ce moment-là. Donc voilà, il y a énormément de sujets à aborder. Je vous avais préparé, du coup, je pense que ça peut être le bon moment. Alors, j'ai plus du tout le chrono, je sais plus à quelle heure j'ai débuté. Ça devait être vers 14h30. Là, voilà, on est une petite quinzaine, c'est pas mal. On est monté tout à l'heure à une trentaine. Je vous propose qu'on fasse la petite revue de presse que je vous ai préparée. Vous me permettez de boire un peu d'eau quand même. Donc, cette petite revue de presse, je l'ai mis sur un joli tableau. On retrouve du coup en une de l'équipe un régal. On va revenir ensuite un peu plus en détail. La liberté c'est inné et la presse écrite aussi. Bah, j'espère Ralpha, j'espère. Donc on retrouve, par contre des journalistes se libèrent sur les réseaux sociaux, c'est vrai aussi. Donc on voit quand même, voilà, la victoire du Paris Saint-Germain, ça fait la une de l'équipe. Je pense que vous l'avez tous suivi. Donc je vais juste poser ça là. C'est un moyen d'ailleurs d'aller ouvrir le journal. On va aller ouvrir l'équipe. Donc du coup,
avec cette une de l'équipe, c'est un choix éditorial, c'est un choix qui a été fait de la part de... et le maintien de l'OL aussi, c'est important. Bah, tu vois, typiquement, ce qui a été décidé hier, ça a été la victoire du Paris Saint-Germain, plus que la victoire de Lyon qui se maintient en Ligue 1, et plus que les Françaises qui jouent à l'Euro, qui ont battu 4-1 les Pays de Galles. Est-ce qu'on aurait eu la même une, selon vous, si ça avait été l'équipe de France de football qui gagne? Je ne sais pas. On a aussi un petit encart sur le Tour de France. Je ne sais vraiment pas vous dire. Après, voilà, si on devait relativiser, le PSG, même si c'est une compétition nouvelle, qui est parfois un peu critiquée, va en finale, bat le Real Madrid avec la manière, avec 4-0, un Real Madrid porté par un Kylian Mbappé, donc ancien du club. Donc il y a tout un storytelling à raconter autour. Alors que le match des Bleus, donc l'équipe de France féminine, qui l'a remporté aussi haut la main 4-1 contre le Pays de Galles, bah disons que ils avaient déjà une première victoire, on est en match de poule, Pays de Galles n'est pas une grosse affiche, c'était leur première participation à ce type d'événement. Les réseaux sociaux, ça a garanti la liberté innée. Ah mais pour Ralph, tu vois la liberté partout. Mais en fait, voilà, donc c'est ça un peu le choix de différence qu'on peut avoir là-dedans. C'est dommage pour elle. Ouais, bon. Après, elles apparaissent quand même en une, mais ce que je veux dire, c'est que j'espère que voilà, aujourd'hui elles sont qualifiées, elles vont jouer contre les Pays-Bas prochainement, et d'ailleurs je vais vous en parler maintenant, elles vont jouer contre les Pays-Bas prochainement, voilà, elles sont qualifiées, on va dire les enjeux sont moins grands. Est-ce qu'elles auraient mérité une? Peut-être, je pense que ça a même eu lieu un débat en rédaction, c'est des vrais débats qu'il y a en rédaction. À l'équipe, on fait toujours le choix de ce qui rassemble le plus, et aujourd'hui ce qui est vrai, c'est ce qui rassemble le plus. Ce bas monde, une pièce de théâtre, ok. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui rassemble le plus, on va dire, c'est plus le PSG, le spectacle, le football spectacle, plus que les Bleus qui du coup se sont baladés. J'ai hâte de voir le score TF1 pour la finale du PSG. Bah tout à fait, c'était un peu ma petite transition parce que typiquement, à la base, TF1 devait diffuser le match. TF1, donc la première chaîne, devait diffuser le match de l'équipe de France féminine contre les Pays-Bas, et le match du PSG en finale contre Chelsea devait diffuser sur TMC. Il a été décidé du coup aujourd'hui d'inverser cette programmation, c'est-à-dire que c'est PSG qui sera sur TF1 et les filles de l'équipe de France qui sera du coup sur TMC. Pourquoi ce choix? Toujours pareil, des enjeux. Une finale avec des stars connues du grand public fera plus d'audience que les stars, on va dire, moins connues d'équipe de France féminine qui sont déjà qualifiées face à une équipe, voilà, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, des Pays-Bas, qui reste un match de poule. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui donnent en fait à relativiser sur même les choix éditoriaux du coup des chaînes et donc des journaux. J'ai hâte de voir le score de la TF1. En fait, je pense que le risque pour TF1, c'était d'avoir du coup le PSG qui fait un meilleur score que les féminines. Elles seront à la une que si elles sont éliminées ou gagnent la finale. Ouais, on espère quand même que voilà, pour les garçons, c'est fini dimanche. On espère quand même avoir plus de une féminine à venir pour nos joueuses, surtout si elles font un très beau parcours. C'est à la même heure de match? Ouais, c'est à la même heure. Combien fait DAZN hier soir? Ah, ça, j'ai pas les audiences de DAZN Télésport, je suis désolé. Je suis confiant sur la liberté de la France. Et bah, super, Ralph, super, vive la liberté de la presse. Et du coup, en une, bon, sans surprise, les conquistadors. On voit une prise de position, quand même, voilà, toujours de l'équipe, très à mettre en avant, du coup, comme il s'appelle, notre cher Dembélé, avec toujours cette patte de l'équipe de faire des jeux de mots. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué que c'est beau, B-O, comme Ballon d'Or. Ensuite, avant la clim, ils ont sué. Donc pareil, petit jeu de mots sur la clim. On retrouve quand même, voilà, souvent dans l'équipe l'envie de faire de la titraille, ce qu'on trouve quand même de moins en moins sur le web. Ça reste quand même une force de la presse écrite, de pouvoir se permettre de faire ce type de titraille. On le retrouve aussi, donc je pense à Alexis, vous avez dû suivre le jour du Crédit Lyonnais.
le jour du Crédit Lyonnais. Donc c'est assez drôle, voilà, Crédit Lyonnais, le fait que ce soit la nouvelle présidente Michele Kang qui a réussi, voilà, lors d'auditions qui ont duré plus de 2h30 à convaincre la DNCG, donc cette autorité de réintégrer l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et donc voilà le jour du Crédit Lyonnais, joli clin d'œil, mais voilà, il faut du coup, vous voyez dans la presse, arriver à la 9e page pour atteindre du coup une page sur les femmes, sur cette équipe de France, dresseuse de dragon. Donc voilà, ça demande quand même un peu de temps et de travail. Donc après, je vais pas vous faire tout, parce qu'on est quand même sur voilà, des pages quand même un peu féminines. Ce que je voulais vous montrer qui est assez intéressant, je vais vous la retrouver, je me la suis mis de côté, mais je crois qu'elle est un chouïa plus loin. Désolé pour le bruit je m'étais mis normalement. Où est-ce que c'est passé? Je vais vous montrer un truc qui est assez affolant. On en a parlé en formation hier quand on était à Orléans. Je me l'étais mis de côté. Voilà. Cette page-là. Cette page-là, elle est très intéressante. Excusez-moi pour le bruit du papier. Cette page-là, elle est très intéressante parce elle a tout d'un article de presse. Elle a tout d'un article de presse. On retrouve vraiment tous les codes, la manière d'écrire, etc. Il faut savoir que cette page-là, il y a marqué communiquer au-dessus, et en fait, c'est une page publicitaire. Donc, c'est-à-dire que on est sur c'est quoi? C'est Volkswagen qui a payé pour... C'est qui? Alors ce sont deux influenceurs qui s'appellent Misha et Alex, qui sont du coup sur TikTok. Bon, vous les avez déjà certainement vus. Ils sont sur TikTok, et donc du coup l'équipe a noué une sorte de partenariat, un placement de produit, on va dire même, dans ces colonnes, avec juste marqué communiqué. Et donc cet article a été commandé par Volkswagen pour pouvoir mettre en avant la marque de Volkswagen à travers des influenceurs, en faisant croire que c'est un article lambda. La réalité, c'est que ce n'est pas un article lambda. Il n'y a pas de journaliste qui a signé cet article, et on n'a pas non plus de précision bien claire que c'est un public reportage. Et ça peut quand même avoir vocation à altérer la vision des gens de l'information. Exactement, pub subliminale ou pub déguisée, pub vraiment mise sur le côté. Alors le téléphone commence un peu à chauffer, s'il chauffe trop il va s'arrêter d'un coup, donc je vais le déplacer ici. Tac, je voulais passer du coup, on va passer rapidement sur d'autres journaux, quelques infos. Toujours la même chose, on a pour, hop là, le Parisien. On retrouve quand même sur le Parisien une avec le PSG, une autre très parisien, très consommation, diagnostic énergétique. Donc sur ce petit jeu de journaux, on a quand même voilà. On est sur une information populaire. Le Parisien, je ne sais pas s'il y a des lecteurs du Parisien dans le chat, mais on est sur quelque chose de populaire. Donc voilà, les passoires thermiques, donc pas forcément plus intéressant. Ensuite, il y a quand même un long article sur les déboires du Front National. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là. Donc le RN multiplie du coup les affaires judiciaire. Il y a eu hier, mercredi, une perquisition au sein du siège du Rassemblement national dans le 16e arrondissement, dans le cadre d'une enquête. Alors, il faut bien suivre. Toujours eux, ouais, Max. Alors, ils ont tous eu beaucoup d'enquêtes. C'est vrai que le RN multiplie les enquêtes. En tout cas, là, ça fait les premières pages politiques du Parisien. Et donc, du coup, dans ces pages politiques, on apprend notamment que il y a eu cette perquisition au Rassemblement national dans le 16e arrondissement, dans le cadre d'une enquête de financement illicite lors des campagnes 2022 présidentielles, législatives et européennes 2024. Donc on est sur quelque chose de très récent, c'est très neuf du coup pour le Rassemblement national. Alors qu'est-ce qu'il en est au fond? Donc là ils en parlent dans le Parisien, hein. L'information judiciaire va permettre de déterminer si ces campagnes ont été notamment financées grâce à des prêts illégaux de particuliers bénéficiant aux partis ou à des candidats du RN.
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont surfacturé des prestations, ou alors ils ont créé des prestations fictives pour se les faire rembourser. Ça risque d'être long. Ouais, bah, je vais pas tout faire, mais j'ai essayé un peu de vous vulgariser cette actu-là. Mais en gros, ils ont surfacturé des prestations et ils ont fait en sorte, voilà, d'afficher un nombre de prêts qui paraissent illégaux. Dans quel sens illégaux? C'est-à-dire que c'est des personnes physiques qui peuvent faire des prêts financiers. Et donc, l'ERN, fin 2023, a affiché près de 20 millions de dettes pour ces particuliers à rembourser, dont la plus ancienne date de 2007. Pour vous montrer un peu le niveau. Et donc, pour la justice, si par exemple un prêteur a déjà prêté 5 fois de l'argent, ça paraît suspect, surtout lorsqu'il y a un montant qui est supérieur à 75 000 euros. Ah, tu parles de la durée d'enquête? Ouais, bah la durée d'enquête, pareil, hein, ça prend énormément de temps, mais en tout cas, voilà, il y a des perquisitions. Les gens, la police débarque chez eux, et donc du coup, il y a cette approche-là. On a un article sur Bruno Retailleau, l'affranchi, donc une prise de position du patron des Républicains qui décide de moins se mettre en avant en tant que ministre et davantage comme président LR. Donc il décide une petite raille Bruno Retailleau l'affranchi, voilà, qui donne vraiment toute cette idée-là, tout ce projet-là qui est derrière cette idée. On a quand même, parce qu'on n'a pas encore dû parler beaucoup, mais une double page sur ce qui se passe à Marseille. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à Marseille, des Marseillais dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans le chat, mais voilà, une double page sur Marseille qui raconte avec du témoignage, donc du journalisme de terrain, des journalistes qui ont été sur place, hein, on peut les citer, Émeric Renou, Antoine Castagnier, Marc Lerat, donc des journalistes qui travaillent dans les Bouches-du-Rhône et qui sont partis à la rencontre des citoyens qui ont subi du coup les cendres, l'effroi et la solidarité. C'est un peu ce que raconte cet article qui est plutôt intéressant, qui raconte comment certains ont tout perdu, certains ont décidé même de fuir leur appartement alors que c'était pas la décision de l'État de partir, en disant qu'il valait mieux se confiner, mais certains ont décidé de partir. Et ensuite c'était l'entraide, ce qui était assez intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à Marseille actuellement, mais voilà, il y a une sorte même d'ambiance de fête des voisins improvisée, ils disent dans l'article. Autre petit sujet, je ne sais pas si vous l'avez suivi, tac, X. Sur Twitter. Sur Twitter, visiblement, l'intelligence artificielle de Twitter, donc qui sert énormément à la vérification, c'est toujours l'incendie causé par le barbecue mal éteint. Alors je ne sais plus si c'est celui par le... Non, on est sur le capot de voiture qui a pris feu, Vax. On est sur le capot de voiture, devant le capot de leur voiture, c'est... Ouais. Mais voilà, en vrai, une cigarette peut faire prendre feu très rapidement. Donc je voulais vous parler il parle de Grok. Alors moi, j'ai pas trop suivi ce côté. Alors je sais pas si vous connaissez Grok, si vous voyez ce que c'est Grok sur X avec Elon Musk. Ça fait quelques jours que Grok est un peu en roue libre. Il tient des propos antisémites, sexistes, racistes, mis en avant et éloge du H. Donc on a vraiment des fonctionnalités de la part de X. J'ai quitté Twitter juste avant. Ah, ok. C'était aussi une décision qui était plutôt bonne à prendre, Vax. Mais en fait, du coup, sur Twitter, sur X, Elon Musk a mis en place une intelligence artificielle. Faut le reconfigurer, oui, il part dans tous les sens. Exactement, Alexis. C'est qu'il a mis en place une intelligence artificielle à qui on pouvait poser des questions, faire des images, et fonctionnait plutôt bien jusqu'à il y a quelques jours. Donc j'apprends dans cet article du Parisien, typiquement, que ce serait, selon Lionel Msika, formateur en IA, ce serait Elon Musk lui-même qui aurait modifié. Ça sert à quoi? C'est comme ChatGPT. Un peu, oui. C'est ça, Vax, en fait, c'est une IA qui permet de, par exemple, vérifier un tweet, demander l'opinion de l'IA sur telle ou telle chose. Donc beaucoup de gens s'amusaient à utiliser Grok pour demander est-ce que c'est vrai, est-ce que cette image est réelle. Et donc Grok donnait des pistes de solutions. Donc on va dire c'est une IA qui était conversationnelle comme ChatGPT et qui venait voilà, épauler l'expérience des réseaux sociaux. Maintenant, c'est-à-dire que si on lui pose une question, il pouvait par exemple dire bon, il faut que Marine Le Pen respire un bon coup, ou avait des théories du complot sur le décès de Olivier Marleix.
avec beaucoup d'inexactitudes dans les réponses, notamment sur le foot. Mais après, sur beaucoup de choses, hein, en effet, Alexis, sur beaucoup de choses, il a des inexactitudes, mais un peu comme toutes ces conversations. Ouais, alors c'est un fact-check, il faut lui demander quand même ses sources. Vax, c'est pas exactement le fact-check parfait, certains l'utilisent comme tel. Moi, je dirais toujours qu'il faut demander les sources, essayer de trouver un article, une preuve, un sujet qui va l'aborder. C'est toujours un moyen quand même de pouvoir retrouver vraiment le fil de cette information-là. Excusez-moi, j'ai de la presse qui s'envole. Donc voilà, mais voilà, une IA, c'est comme ChatGPT, comme Grok, comme Gemini, ça reste conversationnel. Et donc, comme c'est de la conversation, tu peux discuter avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les bonnes informations et ils fonctionnent vraiment avec une intelligence et vont répondre en fonction de ce que toi tu vas leur demander, etc. Donc c'est vraiment une évolution au fur et à mesure. Donc visiblement cette bascule, selon le Parisien, serait liée à une modification du système de prompt par Elon Musk lui-même. Et pour certains, c'est surtout Elon Musk a essayé de faire en sorte que Grok, donc cette intelligence artificielle, soit à l'image de ses propres idées. Donc là, je cite Caroline Chopineau, directrice générale du Hub France IA, qui a été interrogée par le Parisien, qui dit qu'il a adopté les biais culturels et de vision de Musk, puisqu'il a été réentraîné sur des données de mauvaise qualité, ou disons d'une qualité qui convient à Musk. Donc voilà, c'est le danger un peu de Grok, et on apprend notamment dans le Figaro, dans les pages saumon, que la boss, elle, ça devait être la boss de X, Linda Yaccarino. Et a fait une émission surprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le début, elle n'a aucune place pour elle. Ça risque pas de s'arranger pour toi, Vaxperiotics. En effet, il faut savoir prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, à leur manière d'utiliser les algorithmes et comment vous pouvez tomber dans ces algorithmes-là. Donc c'est toujours un peu complexe. Petit sujet rigolo, les prénoms les plus donnés. Je ne sais pas si vous avez suivi les prénoms les plus donnés. Ils ont sorti, c'est l'INSEE qui a sorti cette étude-là. Donc, bon voilà, c'est les jeunes, ceux qui ont des gosses et ceux qui vont retrouver leurs gosses dedans. Le top 3 des garçons, Gabriel, Raphaël, Louis. Et top 3 des filles, Louise, Jade et Ambre. Donc on est quand même sur des prénoms avec très peu de lettres, hein, 3, 4, 5 maximum. On n'est pas sur vraiment les prénoms. Bon après, Vax, si ton prénom, c'est peut-être tout aussi court, mais c'est quand même très chouette. Et donc voilà, après, il y avait cette énorme enquête, mais je ne sais pas si on va en parler d'un pédophile qui a été arrêté, qui aurait fait de la barbarie. Non, c'est Alexis le mien. Ah voilà. Alors, attends, je vais voir, est-ce qu'Alexis il y est ? Non, Alexis il n'y est plus, il n'y est pas. Il y a deux Alexis du coup dans le chat. Il n'y a pas Florian non plus. Il y a Romy en 7ème pour ceux qui regardent Secret Story. Ouais, là c'est les Alexis qui sont cet après-midi sur le chat TikTok. On retrouve quand même dans les pages du foot un pari galactique. Lyon sauvé mais sous surveillance. Et les bleus qui enchaînent. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans cette analyse-là. Et je crois que il y avait... Oui, bon, on en a parlé hier soir. Voilà, dans les pages médias du Parisien, évidemment, on parle de radio, du média radio, puisque Médiamétrie a rendu ses audiences du coup des 3 derniers mois du trimestre avril, mai, juin 2025. Donc du coup avec son système de sondage téléphonique, on se fait appeler au téléphone et on dit ce qu'on écoute. Et donc du coup avec cette étude-là, on a réussi à avoir les dernières audiences. Une victoire quand même, donc on en a parlé hier soir, je sais, donc pour ceux qui étaient là, ça fait un peu une redite. Après, on est moins qu'hier soir et ça m'étonne pas, on est en cours d'après-midi, donc c'est jamais très simple aussi d'être là. Ils t'ont appelé, Max ? Est-ce que tu veux nous dire pour qui tu as... T'es pas obligé, hein, mais pour qui tu as voté, pour qui tu as dit que tu écoutais comme radio. Mais en tout cas, voilà, France Inter est en tête, fait son meilleur mois. France Info également, meilleur mois historique. On a du RTL qui est aussi en hausse. Énergie qui est en baisse mais qui reste 4ème. On avait vu aussi que Radio Nova fait un record monstrueux, notamment porté par la dernière. Donc voilà, plein d'évolutions
positive, on va dire, du côté de la radio. Et en fait, on a surtout des gros mastodontes qui fonctionnent. RMC qui signe la plus grosse chute dans le top 10. RMC, même s'ils te font rager le matin, bah tu vois, RMC, c'est la station qui chute le plus parmi dans le top 10. Faut savoir que voilà, la radio en audience pure, en nombre d'auditeurs, ils perdent, le média radio, hein, ils perdent plus de 500 000 auditeurs en moyenne sur un an. C'est énorme. Ça montre aussi l'évolution de la consommation des médias, radio, télé, la télé qui est en baisse, la presse qui est en baisse, mais en fait la nouvelle consommation, parce que beaucoup de gens aujourd'hui consomment aussi en podcast, en replay. Il y a de nouvelles manières d'écouter la radio, d'écouter l'audio, on parle même d'audio et même plus de radio. Est-ce qu'ils ont donné les données des assistants vocaux, etc. pour faire leur classement aussi? Non, le classement, ce qu'on appelle la 126 000, c'est le sondage de 126 000 personnes. C'est l'amour vache entre nous, j'aime m'indigner. C'est ça, je comprends, Vax. C'est le côté aussi, c'est la ligne éditoriale aussi de RMC. Hein. J'en ai parlé tout hier soir, mais RMC ne va pas bouger sa grille. Ce qui fonctionne, c'est les grandes gueules et Estelle Midi. Après, c'est en chute un peu partout jusqu'à l'afterfoot qui, elle, est en progression. Après, les gens peuvent mentir aussi sur le sondage. Non, bien sûr, ils peuvent mentir. Complètement, Tonio, les gens ils peuvent mentir au téléphone. Après, le système est tellement bien précis, on te cite des personnes, on te demande l'heure exacte à laquelle t'appelles, tu essaies de répondre correctement, et en vrai sur 126 000 le taux de mensonge est extrêmement faible. Alors est-ce que par exemple sur des radios on va dire idéologiques comme Europe 1, est-ce que des personnes vont dire qu'ils écoutent Europe 1 alors qu'ils n'écoutent pas? Possible, mais bon, c'est le système de radio. On le voit que voilà, Europe 1 est toujours que 8e, ils sont quand même en passe, ils pourraient passer devant RMC parce qu'ils sont en augmentation, mais voilà, sont très loin de Skyrock, de Nostalgie, de Énergie, de France Info, RTL et France Inter. Donc, mentir oui, mais on se rend compte quand même que globalement, il y a très peu de mensonges et ça représente quand même plus une tendance qu'on peut voir aussi aujourd'hui sur les réseaux en fonction du premier, du deuxième, du troisième. Oui, c'est ça, il doit y avoir peu de gens qui mentent. Et il n'y a pas de but à mentir. Mais il faut savoir que, j'en avais parlé hier, mais j'en reparle aujourd'hui, parce que vous n'étiez pas là hier, mais il y a quelques années, Bruno Guillon sur Fun Radio avait appelé à dire quand on a les gens au téléphone, vous n'écoutez pas une autre radio que Fun Radio. Donc du coup, avait demandé aux auditeurs de Fun Radio, qu'importe la journée, dire qu'ils écoutent Fun Radio toute la journée. Et donc du coup, les concurrents Énergie, Skyrock avaient déposé plainte et avait été décidé que Fun Radio ne soit plus comptabilisé dans les mesures d'audience pour les punir, et ce qui est très très compliqué parce que pour les annonceurs, si on veut pouvoir vendre de la pub, il faut pouvoir estimer son nombre d'auditeurs. Et donc ouais, exactement, c'était pas cool. Donc voilà, donc c'est le système de la radio, mais on voit vraiment quand même que l'information reste quand même le moteur premier, c'est-à-dire que les radios musicales sont en baisse, mais comme on voit France Inter, RTL, France Info qui forment toujours le podium, qui n'a pas toujours formé, à une époque c'était Énergie qui était premier, hein, mais qui forment toujours, en 2016, tout à fait Wahid. Bah Wahid de Skyrock, peut-être que tu es de Sky, mais en tout cas voilà, qui forment toujours ce trio-là, on voit que l'information, le travail journalistique, le reportage reste encore une matière qui vient booster la consommation de la radio. Et souvent le matin, la matinale, ce qu'on appelle le prime time de la radio. J'écoute des web radios Énergie ou Master Radio, bien sûr. Et après, faut se dire que là sont pris en compte, il y a plein d'audiences radio qui existent. Il y a plein de radios qui existent, et donc du coup il y a plein de chiffres qu'on n'a pas, mais imaginons Alouette FM, qu'on retrouve dans le sud-ouest, ou plus proche de Bordeaux je crois, n'est pas diffusé partout en France. Donc techniquement son audience va être plus basse. Non pas que sa station va être mauvaise, mais c'est surtout que comme elle va pas être diffusée partout en France, dans les bandes FM, ça sera pas aussi simple. Ouais, t'es de Sky, ok, on a quelqu'un de Skyrock, t'es animateur. J'avoue que
Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Sky Waïd. Je sais pas si tu bosses du coup avec des journalistes. Là, c'est un live spécial un peu média, journalisme. On essaie de se poser des questions. Il y a encore, je sais, du coup des JT qu'on retrouve. Enfin, tu dois le savoir à la radio. Des petits journaux télévisés, même sur les musicales, toutes les heures souvent, qui viennent donner les dernières infos, surtout quand il se passe des choses importantes. Donc voilà, s'il n'y avait pas Médiamétrie, tout le monde ferait son boulot plutôt que faire la course à la win. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Casia. C'est intéressant. Alors, en même temps, tu aurais besoin de Médiamétrie pour avoir les audiences, pour vendre les pages de publicité. Il faut savoir que vraiment, les audiences de base, c'était pas pour communiquer comme ça au grand public, c'était avant tout pour les annonceurs. C'était pour les publicités, pour pouvoir, voilà, si ta publicité, si tu as 500 000 auditeurs entre 10h et 11h, tu vas peut-être davantage vendre ta page de pub que si tu en avais 80 000. Et donc, dans les négociations, tu en as toujours besoin. Donc, ça, c'était les pages du Parisien. J'ai le Figaro qui s'est envolé là un instant. Je vais juste le récupérer. Mais dans les pages du Fig. Donc, le Figaro, je vais voir un peu avec vous. Le Figaro, pour vous, c'est quelle couleur politique? Parce qu'il y en a qui savent. Ouais, les flash infos, c'est que le matin chez nous. Et ouais, je suis animateur le week-end. Ok, trop stylé. Walid, nous on est une association d'éducation aux médias. On fait une petite tournée en France là avec un camion pour mettre en avant justement le média, les médias locaux. Donc je sais pas si tu es à Paris ou si tu es venir nous voir, ça serait super chouette. En tout cas, c'est super top et moi j'adore le média radio. Donc continue, c'est un essentiel. Je dirais de gauche, droite. Voilà, à droite, vous êtes bon. Il y a un autre Alex. Ah oui, Alex c'était là hier. En effet, le Figaro, on l'associe plutôt à la droite. J'ai pas posé la question pour le aujourd'hui en France. Voilà, on estime plutôt centre-gauche. Vive Planète Rap évidemment. Ah, t'es sur Paris? Ok, on peut organiser ça sur Paris. On est déjà passé par Paris, mais ça aurait pu être super chouette. C'est trop bien, il faut continuer. On a besoin des animateurs. C'est les animateurs sur les stations musicales, de toute façon, c'est les animateurs qui vont faire venir, les gens. Il faut créer de l'événement, il faut créer une ambiance, il faut que les gens se disent je veux retrouver cette bande, je veux retrouver cette personne-là. Parce que sinon, sans les animateurs, les radios vont mourir. Et d'autant plus les musicales, quand on sait qu'il y a toutes les... Marianne, par contre, je crois que c'est extrême droite. Alors Marianne, je dois l'avoir pas loin. Marianne, alors c'est censé être, c'est dit de gauche. Voilà, ils ont une qui s'appelle la gauche française à côté de la plaque. 10 ans après le son de la crise grecque, Marianne se positionne. Alors je sais plus qui a posé la question, c'est Tonio. Coué a bien récupéré sur Europe 2, c'est pas mal. Bah ouais, si vous trouvez ça pas mal, mais ouais, pour venir sur Marianne, c'est censé être historiquement de gauche, plutôt souverainiste. Ça se veut une gauche du coup pas du tout proche de celle du NFP, on le voit, la gauche française à côté de la plaque, mais eux s'estiment d'une gauche, on va dire laïcarde, laïque, républicaine. Donc c'est toute une ligne en vrai qui est un peu différente, mais voilà. Pas d'extrême droite, mais on va dire c'est peut-être la gauche d'Éric Nolot, la gauche de Caroline Forest, la gauche de Natacha Polony qui a toujours un édito dedans. Natacha Polony, je vous rappelle qu'elle a été la directrice de rédaction de Marianne. Marianne qui est quand même très intéressant comme journal, qui a quand même un positionnement qui est particulier en France. Et pourquoi Natacha Polony, elle a été rétrogradée de directrice à uniquement éditorialiste. De toute façon, vous la retrouverez sur... Ah, j'ai peur de me tromper, c'est sur LCI, je crois qu'elle est rejointe. Et pour Ouest France, je pense que ça n'a pas trop de ligne éditoriale, de couleur politique. Je te dirais que Ouest France, c'est avant tout la liberté aussi d'une vision d'un journalisme. J'avais suivi son Thinkerview. Ah ok, je pense... Natacha Polony, c'est un personnage qui est intéressant dans le monde des médias. Il faut savoir que Daniel Kretinsky a décidé de s'en séparer à la direction, estimant qu'elle n'était pas sur la même ligne que lui, c'est-à-dire pro-Europe. Donc pour revenir un peu sur le Figaro, on est sur une qui est très différente des autres, parce que je vous rappelle que la une du Parisien, c'était le foot et l'énergie, et que la une du Figaro, on est sur la guerre commerciale. Trump maintient l'Europe sous pression.
Donc on est vraiment sur une audience différente, un fonctionnement du journal qui est complètement différent. Quand même un passage sur Kiev, il faut savoir voilà, que le Figaro a encore des équipes assez importantes. J'aime bien Ouest France royaliste. Non, mais ils sont pas royalistes, Ouest France, Alex. C'est détenu par des journalistes, une association de journalistes, et ils ont plutôt, voilà, c'est des valeurs, des chartes journalistiques. Ils prennent par exemple le principe de ne pas montrer toutes les images, de ne pas euh, dénoncer en condamnant. Voilà, il y a des idées comme ça qui portent pas de une sur les produits cancérigènes votés à l'Assemblée. Tu me poses une bonne question. On a l'affaire Einstein sur Donald Trump. Ils sont très Trump là, très international la une du Figaro. La délinquance, la police confrontée à l'explosion des rodéos urbains. Islamo-gauchisme, le ministre des universités relance la polémique. Donc une interview où le ministre des études supérieures a pris le parti de dire que le terme islamo-gauchisme n'existait pas d'un point de vue intellectuel. Autant vous dire que ça relançait toute la polémique qu'il pouvait avoir dessus. Et sur CNews, on en parleront ce matin. West France, ils ont ouvert leur chaîne sur la TNT tout à fait. Comme le dit Alex, ça s'appellera Novo 19. Ça arrivera le 1er septembre. On a Kiev, on a du cyclisme, on a de l'immobilier, on a du rock. Donc on a énormément de sujets dans ce Figaro. Donc c'est vrai qu'on peut le mettre à droite parce on peut estimer que parler de la délinquance c'est de droite. Mais voilà, avoir une critique économique sur Trump, c'est plutôt intéressant. Toutes les pages, on va dire, ne sont pas le Figaro. Ça reste un journal de très bonne tenue. Voilà, où ils vont nous faire. C'est un choix éditorial qui est quand même très important. Hein, mais ils vont nous faire une double page sur Kiev, sur l'état qui est actuellement à Kiev, et sur le fait que avec les aides en moins de Donald Trump auprès de l'Ukraine, on a une Ukraine qui est plus en difficulté face à la Russie, et c'est quand même assez intéressant de voir voilà, un journal quotidien qui décide aujourd'hui, au lieu de parler, de mettre en une les incendies, au lieu de mettre en une le football, au lieu de mettre en une d'autres actualités, a décidé de mettre en une l'Ukraine. L'Ukraine, je rappelle, ça a débuté en 2022, donc ça commence un peu à dater. Est-ce que la presse papier est en chute par rapport à la presse numérique? Complètement. De toute façon, Tonio, il faut imaginer que la presse écrite, déjà à l'arrivée de la télévision, on a dit qu'elle allait mourir. À l'arrivée du web, elle a pris un sacré coup. Aujourd'hui, en France, elle permet encore un pluralisme, c'est-à-dire que voilà, on a dit que ce journal était plutôt de droite, Libération plutôt à gauche, l'Humanité toujours financée par le Parti communiste. On a Marianne qui est plutôt centre-gauche. On a du Charlie Hebdo aussi hein, qui existe encore. Hein, je comptais en parler aussi après, mais aussi le JD News, le magazine réactionnaire de Vincent Bolloré. Donc on a un choix qui est encore très pluriel, qui permet d'avoir des différentes courants de pensée qui peuvent avoir une place en fait dans le champ médiatique. Donc pour la pluralité, la liberté d'expression, c'est essentiel. Voilà. Tant qu'il y aura Libération, tant qu'il y aura l'Humanité, tant qu'il y aura aussi JD News, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas un pluralisme d'idées. Le Figaro, le Parisien doivent continuer, persister, c'est assez essentiel. Et donc comment est-ce qu'on fait que ça continue? Les prix des journaux augmentent, le papier aussi, une crise du papier. La réalité c'est qu'ils ont des aides de l'État qui viennent aussi les aider, l'abonnement, et certainement que demain ça va évoluer. Aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens de s'informer toujours sur ces marques-là. On a des plateformes numériques, le groupe Le Monde qui a fait lemonde.fr, le Figaro est aussi puissant. On a vraiment de plus en plus le Parisien aussi qui développe énormément de ce qu'on appelle le freemium ou par abonnement. Il existe, c'est l'un de nos partenaires, Caféine qui est une plateforme, un kiosque en ligne qui permet aussi d'avoir accès à de l'information. Donc voilà, il y a, on va dire, toute une possibilité d'informations qui peuvent exister pour continuer à avoir ce pluralisme. Mais oui, la presse papier est en chute de plus en plus. Ils sont vraiment pro-Europe. Plutôt, ouais. Toi, tu es plutôt Jean papier ou en ligne?
je vais vous dire la vérité, je suis plutôt journaux en ligne. Moi, je suis de cette génération dans les années 2000 qui a eu accès en gratuit à cette presse web. Là, avec le camion, je retrouve le goût de toucher le papier, mais pour tout vous dire, en rédaction, de moins en moins, on a eu accès. J'ai commencé, moi, on avait tous les journaux, on me disait, Florian, va chercher des infos dedans, hein. Comme je fais un peu, là, ce que je fais depuis tout à l'heure avec vous, à vous montrer les infos, à faire une petite revue de presse. C'est ça, vous montrer un peu l'actualité du moment, ce qui se passe actuellement à travers cette pluralité de l'information. Mais en vrai, au quotidien, je peux pas, ça me coûte extrêmement cher, hein. Le Figaro, là, d'aujourd'hui, il m'a coûté 3,90 €. 3,90 €. Donc chaque jour, ça fait 4 balles. 4 € multiplié par 30, ça fait 120 € par mois. Donc salut Manu. Donc ça fait. Le décor a changé. Ouais, là on est à Orléans, dans un parking, dans un campanile. Et un croissant, bien sûr. Donc, c'est vrai que maintenant, que ce soit avec Caféine, où on va payer, je crois, peut-être une dizaine, une quinzaine d'euros par mois, on a un accès à un nombre de journaux numériques qui est assez impressionnant, c'est quand même plus intéressant. C'est clair que ça coûte, ouais, c'est ça. C'est une augmentation des prix. Et encore, il y en a qui sont encore corrects. Le Parisien est à 1,90 €. Moi, je l'ai connu à 1 € quand j'étais petit. C'est une évolution du prix qui est quand même assez conséquent. On retrouve quand même du coup, voilà, un angle sur la politique plutôt à droite, hein, par exemple en disant que comment est-ce que LR et le PS vont arriver à contrer le RN et LFI. Ils décident quand même d'être. Ils sont plutôt assez critiques là. Je vois sur la droite. Il me semble que Caféine est partenaire avec Cdiscount, enfin je crois. Ah, je sais pas du tout. Je saurais pas te dire, Tonio. Ils sont partenaires de l'association Lumière sur l'info avec qui on est aujourd'hui, mais je ne connais pas tous leurs partenaires de l'autre côté. Ils en distribuent aussi des gratuits dans la guerre, non? Ça arrive, il y en a de moins en moins, ça n'existe plus, hein, les gratuits 20 minutes, comme on avait Métro. Alors moi j'adorais ça quand j'allais à la fac, hein. Il y en existe de moins en moins. Ce qui reste je crois, peut-être en province, voilà, j'ai pas fait toutes les gares. Peut-être que ça existe, Vax, je ne saurais te dire. À cause de ça, il y a du piratage pour la presse avec des groupes style IPTV avec toute la presse. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait l'IPTV de la presse, Manu. Ça m'intéresse, je vais creuser ce sujet-là. Je vais creuser ce sujet-là. Quand le PSG a gagné la Ligue des Champions, j'ai acheté les journaux pour avoir une trace papier. Ah oui, alors ça, le sport, on va dire le sport de manière globale, reste encore un marqueur assez fort auprès de la presse traditionnelle, c'est-à-dire des médias traditionnels. On se retrouve tous devant la télévision aujourd'hui. Si on est en voiture, on va tout de suite mettre la radio pour si on veut pas rater une seule seconde du match. Et pour marquer, pour l'encadrer même, peut-être le mettre dans vos toilettes. On a encore, moi j'ai des amis qui ont par exemple les unes de journaux quand Paris a gagné sa première Ligue 1, la Ligue des Champions, pour l'encadrer et l'avoir chez soi. Donc en effet, il y a encore un choix des fois d'acheter les journaux pour ça. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins. Des groupes WhatsApp étaient... Ok, je savais pas, Manu. Métro à l'ancienne devant les gares, ouais. J'ai même trouvé sur un site qui a fermé des magazines de presse gratos en PDF pas très légal. Ah, Tonio, ok. J'ai pas envie de dire les groupes pour pas qu'ils ferment. D'accord, Manu. Je ne suis pas là. C'est toujours chouette quand même de rappeler que l'information a un coût, soit par la publicité, soit par l'achat, pour avoir un travail journalistique de qualité, hein. Je le vois là, voilà, par exemple le Figaro, typiquement, font un énorme papier sur les perquisitions ORN actuelles et donc ne vont pas cacher cette information-là. Donc on a quand même tout type de journaux qui sont importants. Je regrette de ne pas avoir acheté celui de la Ligue des Champions Vax. Ah bah ouais. Vous n'avez pas récupéré des PDF avec plein de virus pour avoir de la presse gratuite. Ouais, bah ouais. Prenez des virus et vous aidez même pas les journalistes. Demain, le risque, c'est du coup de se retrouver avec que des médias dirigés par des milliardaires et qui feront l'info qu'ils voudront, parce que on n'aura plus personne qui voudra mettre de l'argent, parce que l'info coûte un prix, et donc du coup on laissera ce prix-là à n'importe qui, hein. C'est le grand souci. Bon après voilà, on a pas mal d'articles divers dans le Figaro. De toute façon, si vous venez me voir, bon là je suis à Orléans, si vous passez ça après, mais bon, ça me paraîtrait un peu surprenant. Mais voilà, si vous venez, je suis à Maisonnay samedi, et ensuite le camion, il ira à Clermont-Ferrand, à Narbonne et à Marseille pour venir découvrir le camion, toucher les caméras, les micros, toucher la presse. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. On a parlé du coup
un instant de presse politique. J'aime bien le HuffPost aussi en français. Ah ouais. Ouais, bah après ça c'est le site web qui est comme ça, qui est plutôt chouette. Qui est plutôt chouette. Je vais aller assez vite. L'humanité qui a décidé de faire un sujet sur le RN, donc je pense sur l'actualité autour du RN actuellement. Ils ont fait toute une enquête, une énorme enquête sur le lien entre le Rassemblement national et du coup les groupes identitaires néofascistes, néo-nazis. Voilà, pour vous dire clairement les choses, on a 4 pages dessus qui expliquent comment des personnes qui ont fait des agressions, qui se sont pris, qui ont tenu des propos antisémites, racistes, nazis, se sont retrouvés en tant que assistants parlementaires de députés du RN, ou en tout cas d'élus du Rassemblement national. Et pour eux, c'est aussi un moyen de rappeler que voilà, le RN a encore des brebis galeuses, comme on peut avoir tendance à les rappeler. Tu bosses pour... Alors actuellement, je bosse pour une association qui s'appelle Lumière sur l'info. Donc on est une association indépendante avec des journalistes qui viennent de tous les horizons, de tous les médias. Donc voilà. Et sinon, je suis en indépendant. Jusqu'à preuve du contraire. Ils sont de gauche. Ah oui, l'humanité, c'est calibré à gauche. On sait encore, c'est le seul quotidien national qui existe encore, qui est financé par un parti politique, par le Parti communiste français. Donc clairement, quand on lit les pages, on sait aussi que voilà, ce sont des journalistes qui peuvent être proches du Parti communiste. Ça ne les empêche pas d'avoir une presse qui peut être de qualité, parce que leur but, c'est toujours aussi de conserver aussi des règles de déontologie, mais c'est leur ligne éditoriale. On peut retrouver aussi, je ne l'ai pas avec moi parce que je ne l'ai pas trouvé, parce qu'on ne trouve pas tout aussi en province, mais la Croix qui a une ligne, on va dire, catholique, religieuse, et ça ne les empêche pas. Tu connais, sympa, bah trop chouette. C'est fou, pour ça que le RN a demandé, c'est pour ça que le RN a demandé aux députés de faire un nettoyage, exactement. Le Canard enchaîné à vie. Alors, je l'ai, le Canard enchaîné. J'ai pas eu le temps de le lire parce que je voulais lancer je l'ai ici. Le Canard enchaîné. Oh, c'est sympa à lire, le Canard enchaîné. Salut les loups. C'est sympa à lire, le Canard enchaîné. Après, il y a eu plein d'affaires. Je crois que c'est dans le Figaro que j'ai lu qu'il y avait actuellement un procès pour un emploi fictif là-bas. Le Parisien a été racheté, j'ai l'impression qu'il vire à droite. J'en parle juste après, Manou. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo pour demain. Que vous verrez, parce que comme je suis en tournée, c'est un peu difficile. La vidéo d'aujourd'hui, elle a été pas très bien produite, que j'ai publiée sur TikTok, justement parce que voilà, quand on est dans un hôtel, on n'a pas forcément les bonnes lumières, c'était un peu galère le Canard, donc voilà. Si vous voulez, je sais plus si on va passer au Canard juste après, je voulais juste vérifier si j'avais tout vu. Ça parle de Kiev, évidemment, de Trump. Ouais, je crois que j'avais tout lu. Oui, bah, il y avait, je m'étais noté, mais rapidement, la réforme de l'audiovisuel de Rachida Dati qui revient au Sénat. Ce texte qui a été rejeté le 30 juin par une motion de censure est toujours en difficulté. On parle quand même de la réforme de la fusion France Télévisions, Radio France sous une holding. C'est la réforme maudite. On le sait, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est la réforme maudite. Est-ce qu'elle arrivera au bout? Bonne question, on verra par la suite. Donc le Canard enchaîné, moi j'aime bien le lire. C'est le journal à l'ancienne. Vous avez vu le format comme il est grand? Là, c'est quand on l'ouvre en entier. Canard enchaîné. Donc, on est sur des journalistes qui cachent souvent leurs plumes, qui reçoivent des informations qui viennent directement, très souvent, des hommes politiques et qui viennent, voilà, raconter du off, raconter de l'enquête, ce qui peut se passer. C'est un journalisme indépendant. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune pub nulle part. Il y a encore du dessin de presse. On a par exemple une sur Macron en calèche, Bayrou en cale sèche. Les rois des jeux de mots aussi. Donc voilà, le Canard enchaîné, il y a pas mal de choses. Moi je disais avant, en effet, on aime les médias, ce qu'on appelle, ils appellent Canard Plus, qui était plus intéressant. Un site web pour l'association, vous allez sur Lumière sur l'info. Vous pouvez trouver, taper Lumière sur l'info avec un S, Lumière, et vous allez pouvoir trouver l'association. Et comme je vous dis, on va être sur plusieurs étapes. Donc on a débuté fin mai. On sera à Clermont-Ferrand, à Narbonne, à Marseille. Et ce samedi, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont près qui sont dans le Limousin, mais moi je serai encore là à Maisonnay. Ça sera ma dernière étape et ça sera super chouette.
Ouais, bah, ils citent souvent le Canard enchaîné. Là, pour vous donner par exemple des exemples, ils ont fait un sujet sur Aden Von Rett, la patronne de France Inter. Mais aussi la directrice de rédaction de Nouvel Obs qui n'a pas été reconduite aux manettes de l'hebdo. Donc c'est un peu rude pour l'ancienne journaliste du Monde. Les chanceux auditeurs de Coé sur Europe 2, mis en examen, on rappelle, hein. Coé, mis en examen pour viol et agression sexuelle, le vertueux matinalier de la station Jones de Bolloré gratifie les fidèles de son émission d'abonnement au JD News. JD News. Histoire de varier les récompenses, pourquoi pas un stage d'insertion chez Morandini. Et pour finir, ce bandeau aperçu à l'antenne de BFM TV qui n'y va pas du dos du thermomètre, les canicules s'emballent, amateurs de contrepètrerie. Donc voilà un peu l'art du canard, le canard enchaîné dont le prix est en France de 1,80 € et qui sort tous les mercredis. Pour revenir un peu dans l'ordre des questions, je reviens sur le Parisien. Le Parisien, du coup, c'est dans cette très bonne enquête que j'ai conseillée en début de live du Nouvel Observateur, qui a fait une enquête sur les rendez-vous secrets de Vincent Bolloré. Donc cette vidéo sortira demain, mais je peux déjà en parler ici. Vincent Bolloré, notamment après la vente de Paris Match auprès de Bernard Arnault, patron de LVMH, il s'est rapproché, hein. C'est un peu la love story, c'est la bromance entre les deux hommes. Ils sont partis ensemble au Puy du Fou, ils vont à l'église ensemble, donc vraiment, et il le dit à un moment dans l'article, Vincent Bolloré, il dirait en privé, on se fâche pas avec quelqu'un qui vaut plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc là actuellement il y aurait une négociation, ce serait de céder le Parisien à Vincent Bolloré. Pourquoi ? Vincent Bolloré, il lui manque que ça, un quotidien, avoir un impact populaire il a une chaîne d'info, il a une presse magazine, il a une presse hebdomadaire, il a une radio, il a une agence de communication, il a des agences de pub. Ce qui lui manque, c'est le quotidien national, vraiment cet impact, en plus un titre populaire. Et de l'autre côté, on a un Bernard Arnault qui s'est retrouvé avec le Parisien, mais qui n'est pas du tout sa ligne, il préfère les Échos, bien plus libéral. Le Parisien, ligne populaire, défense des travailleurs, donc ça correspond vraiment pas trop à la ligne de Bernard Arnault et qui lui coûte 30 millions d'euros par an en déficit. Là, ils ont actuellement d'ailleurs un plan de départ volontaire au sein du groupe, et notamment au sein du Parisien, des postes sont concernés, surtout les plus âgés. Donc, il pourrait y avoir ce basculement et donc une possibilité, souvent dans l'escarcelle de Vincent Bolloré, d'avoir un changement de la ligne éditoriale. Donc voilà, s'il fallait raconter ça, donc je vous le raconte dans une vidéo un peu plus concise. Quotidien cite toujours le canard enchaîné, bah oui, bah ça sort souvent. Lumière avec un S sur l'info, exactement. Il doit parler du maire de Nice. Ouais, ouais, peut-être. Je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai vraiment, je me suis un peu perdu j'ai essayé de bouger, j'ai dû tout installer pour vous montrer. Le Canard et Mediapart, c'est les derniers à faire des enquêtes pour toi. Ouais, alors après, voilà. C'est un travail qui est différent, hein, et qui fonctionne aussi sur un financement différent entre Mediapart et le Canard enchaîné. Toujours le Puy du Fou, le Parisien a fait un article sur les prénoms les plus donnés avec les prénoms musulmans. Bah, alors, je l'ai le Parisien. Je vais fact-checker ça, parce que je l'ai lu, hein, Manou. Je l'ai lu tout à l'heure, ça devait pas être encore arrivé. Alors c'est peut-être sur le web, tu as peut-être vu sur le web, je crois que c'est dans le Val d'Oise ou dans le Val de Marne, en effet, c'est des prénoms musulmans qui arrivent, je crois que c'est Ibrahim qui arrive en tête. En tout cas, en France, là, c'est dans le Parisien, ils disent que le prénom le plus donné, c'est Gabriel, Raphaël, Louis, Léo, Noah chez les garçons, et chez les filles, Louise, Jade, Ambre, Alba, Emma. Donc j'ai fait un petit fact-check, et je n'ai pas vu le top des prénoms musulmans. Donc ça peut être aussi, attention parfois aux fake news qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, en laissant imaginer que, en mettant en avant des prénoms musulmans, ça permet aussi d'alimenter certaines théories. Donc il faut toujours aussi se poser la question d'où ça vient. Ouais, carrément, Olfou, t'as l'impression qu'il veut tout tâcher. Il peut pas tout tâcher aussi, hein. Après, il y a quand même je parle de Vincent Bolloré, il existe des autorités de la concurrence qui vérifient aussi que certains milliardaires, en tout cas entreprises, n'aient pas un monopole au sein du secteur, notamment pour la liberté de la presse. C'est comme essentiel à la liberté de la concurrence, hein, de ne pas avoir un marché tout seul, parce qu'à ce moment-là, on décide des coûts comme on veut, du prix des tarifs, et ensuite il y a aussi au nom de la liberté de la presse et du pluralisme, on ne pourrait pas avoir un Vincent Bolloré qui achète toute la presse à lui tout seul. Ça correspond à la ligne Bolloré, pas à la ligne Bolloré non plus. C'est vrai.
tout à fait. Sauf que c'est le public qui est populaire et il pourrait y avoir voilà, un changement comme ça. Assolisme, il va racheter mon immeuble. Ouais, t'as vu ça sur Twitter, ok. C'est avec lien de l'article. Alors c'est peut-être dans une... Je me demande si c'est pas dans un département en particulier, Manu. Et pas... Parce que là, dans les colonnes du Parisien, je l'ai pas. Cet article, j'ai lu en entier pour le coup, le Parisien. Je l'ai pas, mais peut-être, je crois l'avoir vu sur le Val-de-Marne ou le Val d'Oise. Et que c'est... Alors c'est pas les noms musulmans les plus donnés, mais je crois que le nom le plus donné dans le Val d'Oise ou dans le Val-de-Marne, voilà. Je crois que c'est Ibrahim. J'ai lu ça tout à l'heure en lisant, parce que ouais, je reste quand même... Il y a la revue de presse papier, il y a la revue de presse numérique hein, qu'on fait sur les réseaux sociaux, chacun, qui est toujours très très importante. Je bois un peu d'eau, ça fait quoi? Ça fait un peu plus 1h30 qu'on est ensemble. Je voulais vous montrer aussi quand même un journal local, mettre en avant la PQR, parce que bon, vous venez un peu tous de régions différentes. Il y a quels médias en France qui appartiennent à la gauche? Je vois que des médias de droite. Alors, je te dirais, un milliardaire a souvent des chances d'être de droite parce que voilà, les businessmen, les gens qui ont de l'argent, on les associe plutôt à droite. Olfou. Là, je parlerai plutôt du coup de sentiments qu'on peut avoir. En revanche, il y a des médias qui sont, on va dire, indépendants ou qui ne sont pas détenus par des milliardaires. Voilà, le service public n'appartient pas à la gauche, mais n'appartient pas à la droite non plus. Il est censé être indépendant et c'est la ligne qu'il est censé mener. Donc Radio France, France Télévisions. Ensuite, on peut avoir des médias comme Mediapart, qui ne sont pas détenus par la gauche, qui sont détenus par des journalistes, une association de journalistes qui a fondé Mediapart, avec du coup des abonnés qui viennent financer le média. Donc c'est aussi voilà, un moyen, donc c'est pas la gauche qui finance, mais c'est un média. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'Humanité. L'Humanité, un journal, encore un quotidien qui est financé par le Parti communiste français. Et toi, je sais, Olfou, en plus on en parle souvent, qui est très intéressé par l'actualité en Palestine. Voilà, je sais que voilà, dans le camion, je ne peux pas te le montrer, je pense que tu ne le verras pas, mais on a un titre voilà, qui parle de la Palestine, l'humanité. Voilà, c'est des sujets qui peuvent les intéresser. On a aussi Radio Nova, qui est détenu par un propriétaire, alors je ne sais pas si c'est milliardaire Pigasse, mais en tout cas qui a énormément d'argent et qui lui a appelé à voter pour le NFP, donc on le situe quand même à gauche. Donc on a quand même alors, il y en a moins, je l'entends, il y en a moins. Mais par contre, ils existent. Le pluralisme existe et c'est vrai qu'on a un biais qui donne le sentiment de toujours voir le négatif. Là j'ai essayé aussi de vous montrer un peu des actus négatives et positives pour dire que si on veut en fait quand on feuillete un journal quotidien, comme je le fais aujourd'hui, hein, une journée un peu au hasard dans l'année, là, vraiment, il n'y a pas une actualité particulière à ouvrir. On a l'actu positive, on a l'actu négative. Et on va avoir tendance à se souvenir que l'actu négative. Mais il y a un peu de tout quand même, et même sur certaines unes, voilà, quand le Parisien fait une sur le football et une finale de plus, voilà, c'est positif. Et ils auraient pu l'anglais sur le RN ou sur autre chose. On peut avoir des doutes avec la presse papier, on peut pas avoir de doute avec la presse papier, en tout cas sur la ligne éditoriale. Alors, il peut toujours y avoir une erreur, mais c'est vrai que la presse papier reste quand même une assurance de fiabilité en général. Le média, oui aussi, en effet, il y a le média. Society. Alors Society, est-ce que c'est vraiment de gauche? Ça dépend ce que vous définissez comme de gauche. Ok, mais j'ai remarqué, ils n'ont pas d'argent. Ah bah oui, après, ils ont forcément moins d'argent, le fou, parce que c'est moins des milliardaires et que c'est moins leur intérêt. Je ne pouvais pas quand même faire cette revue de presse sans faire une revue de presse en parlant de journaux locaux, ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Donc ici, à Orléans, c'est la République du Centre qui ont décidé de faire une, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, qui n'est pas en lien avec la région, puisque ça parle des incendies à Marseille. Donc eux, ils ont fait le choix, donc c'est dans le journal du jour, hein, du jeudi 10 juillet, de faire une double page sur comment la France va lutter contre les feux, les incendies. J'apprends même que à cause de cette montée des incendies dans le journal, hein, qu'un barème
qui s'appelle l'indice IRO, qui demande à vérifier le niveau de risque d'incendie dans une région. Et donc c'est cet indice-là qui permet de te dire qu'on pourrait par exemple ne pas avoir de feu d'artifice pour le 14 juillet. Il y en a une pour les Yvelines. Alors, je crois que oui, tu as des journaux dans les Yvelines Vax, vraiment sur la région. Ensuite, tu as Le Parisien qui est censé avoir quelques pages dedans. Mais dans mes souvenirs, il y a la Gazette des Yvelines ou un nom comme ça qui doit avoir justement une presse locale et qui aussi est concernante, hein, qui raconte l'actualité qui est proche. Bientôt, l'argent n'aura une valeur. L'humain va prendre le dessus. L'amour de son prochain. J'ai pas tout compris les loups, mais je crois que c'est très positif ce que tu dis, donc tant mieux, c'est essentiel. Je voulais vous parler d'un sujet parce que c'est le seul journal, et pour vous dire, c'est la PQR qui en parle, c'est un sujet national, voire international. Ça rejoint aussi, comment dire, on parle souvent de nous, dans le camion, de théories de complot, de dangerosité, de problématiques. Et donc il y a des théories du complot, donc imaginez que des personnes se mettraient d'accord. Act 118 aussi, ouais, bah, merci Alexis. Oui, ton téléphone a bugué, les loups. Donc voilà, et il y a un complot, alors, est-ce que c'est un complot, en tout cas une action de l'État qui a été cachée pendant un moment, et personne, aucun journal n'en a parlé, là, dans ma revue de presse, sauf la République du Centre. Et donc, il faut que j'en arrive à la toute fin. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit dessus. Le Rainbow Warrior. C'était il y a 40 ans. Le Rainbow Warrior, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je ne sais pas si certains se souviennent de ce que c'est le Rainbow Warrior. Rainbow Warrior, c'est un bateau qui appartenait à Greenpeace. Greenpeace, une association écolo. Et donc, avec ce bateau, ils intervenaient. Mais ça date. Et bien, ça date d'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, les 40 ans de l'événement du bateau Greenpeace qui a été coulé à Auckland, près de dans le port de la Nouvelle-Zélande. Et donc voilà, il y a eu cette énorme explosion. Et donc du coup, la seule personne qui décide d'en faire un sujet, parce que c'était une affaire d'État, c'est-à-dire que le gouvernement n'en avait pas parlé, il a fallu attendre qu'un membre de la DGSE l'écrive dans un livre pour révéler que c'était une décision de le couler par François Mitterrand. Tout à fait, hein, ouais, vous vous en souvenez dans le chat. Et donc ça fait 40 ans. 40 ans que du coup, il y a eu cette affaire-là qui a été un tremblement de terre médiatique à l'époque et qui voilà, a été assez essentiel. Et eux ont décidé, pour en parler, donc la République du Centre, d'aller chercher, et c'est assez fou, donc c'est vraiment un sujet pour moi national, c'est l'impression que vraiment c'est un quotidien national la République du Centre aujourd'hui. Ils sont partis interroger un journaliste, un photographe qui a été le tout premier salarié de l'association Greenpeace en France. Il s'appelle Pierre Glaise. Et ce photographe a notamment pris des photos lors d'actions de Greenpeace avec le Rainbow Warrior, notamment ce qui a empêché le massacre de bébés phoques. Et donc en 85, le 10 juillet 85, lorsque le Rainbow Warrior était parti pour vraiment dénoncer les essais nucléaires de la part de la France en Nouvelle-Calédonie, et bon, on a ce témoignage de Pierre Glaise, parce que Pierre Glaise, voilà, il y a eu un mort, et bien exactement, puisque Pierre Glaise était le photographe officiel du Rainbow Warrior depuis le début, depuis ses origines, depuis des années au sein de Greenpeace. On apprend dans le journal que un an avant cet événement-là, il est de la région, le photographe, bah pas du tout, il est de Roanne, mon cher Alexis. Il est de Roanne. Et donc il a rejoint Associated Press un an avant, estimant voilà, qu'il avait envie de changer, trouvait qu'il avait trop de boulot, et donc c'est son remplaçant, ce qu'il explique lui, c'est le photographe qui l'a remplacé au sein du Rainbow Warrior, qui est décédé lors des explosions. Donc autant vous dire que ça a de la valeur. Il y a une interview qui est assez, vraiment, qui est super longue, que j'incite vraiment, je ne sais pas s'il est disponible sur le site, mais vraiment il explique lui tout son travail qu'il a fait, le fait qu'il est parti et qu'il a dit que voilà, c'est celui qui l'a remplacé, et donc il est de Roanne, pas loin de Lyon. Et donc plus tard il est retourné bosser d'ailleurs à l'ONG, hein, mais il a laissé l'équipage, et donc du coup le décès de son confrère Fernando
Pereira, le photographe de Greenpeace, qui a trouvé la mort lors de ce sabotage à Auckland. Et pour lui, voilà, c'est un attentat qui en plus était bâclé, qui a servi à rien. Ça aurait pu être lui, complètement. Et c'est ce que je trouve assez intéressant. Vous voyez, j'ai fait tous les grands quotidiens actuellement. Et parmi tous les quotidiens, le seul qui a parlé du Rainbow Warrior, de cette énorme affaire qui a eu lieu le 10 juillet 85, c'est République du Centre. Et ben voilà, parfois la PQR fait un excellent boulot. Donc voilà, j'avais fait vraiment toute cette petite... Le mercredi, donc hier, sort aussi du coup Charlie Hebdo. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat de Charlie Hebdo. Là on a une caricature, le plan de Trump pour Gaza, la paix en 18 trous. Charlie Hebdo, on peut aimer, on ne peut pas aimer, ça reste la liberté d'expression, le droit à la caricature. La caricature qui reste voilà, un droit en France, une liberté, et c'est important voilà, de le rappeler, c'était l'occasion de le montrer. Il y a des petits sujets dedans, beaucoup de dessins, et donc c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, j'ai essayé de balayer à travers la presse l'actualité. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'actualité en ce moment. Comment est-ce que vous vivez cette actualité-là? Est-ce que pour vous, il y a trop d'actualité? Est-ce que vous êtes des grands consommateurs? Vous êtes sur TikTok, il y en a certains que je connais assez bien dans le chat. Je sais qu'on est, voilà, l'après-midi, on est un peu entre nous. Samedi, ça fera 27 ans que la France gagnait sa première Coupe du Monde. Ah ouais, alors, chacun a ses anniversaires, là. Ouais, alors après 27 ans, c'est pas une énorme date. Je pense qu'on sera en 2028. On en parlera, je pense, un peu plus. La caricature est une bonne façon de mieux comprendre l'information pour toi, Amar. Ok, bah souvent ça vient, il y a une information qui est derrière. Il y a dans la caricature ou dans ces dessins satiriques ou dessins de presse, l'objectif c'est de faire passer un sujet d'actualité. Donc souvent c'est engagé, ça a comme une vision là-dedans, et le but c'est de montrer ça. On a pour ceux qui pourraient venir voir le camion, on a tout un affichage au fond avec des caricatures, avec des dessins qui viennent expliquer aussi tout ce fonctionnement. Ma nouvelle théorie du complot, c'est l'Alstom et les décès. Alors j'ai pas suivi cette théorie du complot, mon cher Vax. J'ai pas du tout suivi. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Mais voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je vais vous faire... Ah, je me suis trompé de quiz. Bah, c'est quoi, vous allez venir avec moi à l'intérieur du camion. Parce qu'en plus, il commence un peu à faire chaud. Il commence un peu à faire chaud, donc on va se mettre en intérieur. On va voir un peu une autre manière, autre chose. Et commencer un peu à chauffer. Donc vous voyez, à l'intérieur, on a eu l'idée, on a vraiment tous les journaux. Donc on a ce que je te parlais tout à l'heure, All Fou, l'Humanité, Society, on était dans le Perche, donc on a le Perche, le camion était présent le jour de la victoire. Donc là, on l'a, nous, la une d'aujourd'hui en France. Peut-être qu'il aurait fallu garder la une de l'équipe, hein, qui est quand même historique. Le Monde, Raffinati, on en a parlé beaucoup de cette réforme, donc on a cette réforme qui est toujours présente. On a le Figaro, le Tour de France, parce que oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le camion, et vous le verrez peut-être à la télévision, le camion sera présent aux alentours d'une étape du Tour de France, à Châtel-Guyon, dans mes souvenirs. Donc ça doit être dimanche ou lundi. Olivier Marlex, pour toi, ça veut dire quoi, Olivier Marlex, Vax? Ah, ok, oui. Ah, pour toi, c'est lié à ça, ok. Mais donc voilà, il y a énormément de choses. On a ici aussi, du coup, des dessins de presse divers et variés. Xavier Gors, hein, qu'on trouve au point. Donc qui rappelle aussi, voilà, tout ce discours-là. On essaie de mettre cette exposition qu'on a de la BNF sur les rumeurs, le complotisme. Je ne sais pas si certains ont justement des théories du complot, des petites questions qui peuvent se poser. Il y a des choses quand même qui peuvent assez interroger. Mais ouais, on essaie de bien présenter les choses. On veut donner cette ambiance de kiosque, donner cette ambiance vraiment un peu atypique, de ce news truck un peu à food truck. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je suis encore là un peu pour répondre à vos questions s'il y en a. Je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà... L'homme n'a jamais été sur la Lune.
Ah oui, t'as eu chaud, effectivement. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais. J'étais en plein cagnard, mon cher Alexis. Hein. Pour toi, Vax, l'homme n'a jamais été sur la Lune. C'est intéressant. Après, là, c'est compliqué de venir t'expliquer ça parce que il faudrait qu'on en discute, etc. Mais ouais, en effet, c'est des théories du complot, une qui revient assez souvent. On fait des vidéos aussi avec l'association sur TikTok qui s'appelle Tromito, c'est le nom du news truck, qui vient débunker ce type de théorie du complot. Donc voilà, là on est une petite dizaine dans le chat. Je peux vous proposer un petit quiz. On a le petit quiz qu'on fait aux gens habituellement. On va voir si vous êtes bon. Normalement, vous êtes bon, hein. Non, ils ont juste bluffé le SS pour moi. D'accord, ok. Non, mais on en parlera. On en reparlera si tu veux. Mais en effet, ça reste une théorie du complot. Hein. C'était prouvé quand même par des scientifiques que l'homme a marché sur la Lune. Hein, et que, en effet, c'était dans une bataille spatiale. La Lune est plate. Très drôle, Captain Igloo. Alors, première question, on va voir si vous êtes bon. Qu'est-ce qu'un journaliste pigiste? Est-ce que c'est un journaliste qui comprend tout? Est-ce que c'est un journaliste indépendant payé à la tâche? Est-ce que c'est un journaliste chargé de la une? Ou est-ce que c'est un journaliste bénévole? Qu'est-ce qu'un journaliste pigiste? Je répète. Est-ce que c'est un journaliste qui comprend tout, indépendant payé à la tâche, chargé de la une ou bénévole? Indépendant. Ouais, vous êtes bon. En effet, le journaliste pigiste, il est indépendant. Il peut travailler pour plusieurs rédactions. Quand on dit à la pige, c'est-à-dire qu'il peut à la fois travailler pour une tâche, mais il peut aussi travailler toute une journée pour en renfort, le renfort d'une rédaction. Donc il y a plusieurs moyens. Donc non, c'est pas celui qui est chargé de la une. Celui qui est chargé de la une, en général, c'est le rédacteur en chef. Parfois, c'est même débattu en rédaction. Je pense par exemple, il y a un super reportage de Quotidien lors de la mort de Jean-Marie Le Pen où on voyait à Libération comment est-ce qu'ils ont débattu de la une et ils ont terminé par mettre Maréchal, le voilà. C'est ceux qui n'aiment pas les Parisiens. Il y a plusieurs bonnes réponses et presque bénévole. Non, bah, le journaliste pigiste, il ne doit pas être bénévole. Il doit être payé, il doit être rémunéré, les gars. Il faut qu'il soit rémunéré. Je vais vous montrer une une. Pour vous, c'est une vraie une ou une fausse une? Est-ce que vous pensez l'avoir déjà vue, cette une? Là, je vous fais le petit quiz qu'on fait aux gens qu'on rencontre sur place. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie une? Vraie une pour toi, Olfou? C'est marqué, hein, c'était pendant les JO. Hein. Non, ça peut choquer, oui, possible, ça dépend du titre. Alors, le titre, il y a marqué Tyler Maislochuk. Entre guillemets, j'ai vomi 10 fois. 24 autres athlètes ont eu besoin de soins médicaux après avoir nagé dans la Seine. Et ben en fait, non. Alors, c'était une fausse une. Pourquoi? En effet, l'athlète qu'on a vu, il avait vomi pendant les JO, sauf que en fait, quand tu es triathlète et que tu cours, tu peux te retrouver à vomir. Il n'y a pas eu de une de Libération comme ça. Il n'y a pas eu ces propos-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment des JO, donc nous c'est aussi pour ça qu'on leur montre. Libé est bon dans la titraille. Ouais, souvent il est meilleur même dans la titraille. En fait, c'était un objectif souvent, je crois que c'était une communication de médias russes, en tout cas du Kremlin, pour essayer de nuire aux Jeux Olympiques et de dire que voilà, il y avait des problèmes dans la Seine, les gens tombaient malades, et peut-être qu'il y en a qui sont vraiment tombés malades, hein, mais en tout cas, cette une n'a pas existé, c'était un moyen d'effrayer. On a eu la même chose dans l'information qu'on a pu avoir il y a un an et demi, les fameuses punaises de lit qu'on a eu en France. Les punaises de lit, c'était une fausse information, aujourd'hui qui a été prouvée par le ministère de l'Intérieur, qui viendrait de comptes russes visant à déstabiliser la France et notamment Paris à quelques mois des Jeux Olympiques. Et donc voilà, il y a des histoires comme ça qui viennent se répéter et il faut savoir s'en prémunir. Là, l'image est un peu compliquée à voir, mais en effet, cette une était fausse. Et donc, c'est toujours essentiel. Est-ce que, je vais vous demander, ces images ont été prises lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron près des éboueurs. C'est vrai ou c'est faux? Non, il n'y a pas eu plus de punaises de lit que c'était une fausse information. Tout à fait, Captain Igloo. Hein. C'est une vraie ou une fausse image, ça? C'est faux pour Vax. Faux. Ouais, c'est l'IA, ouais, vous êtes bon.
En fait, on voit sur l'image, par exemple, que Emmanuel Macron, il a 5 doigts d'un seul côté. Ce qui peut paraître bizarre. Le gilet jaune, ouais. Bon, le gilet jaune, mais c'est surtout, les mains. Ici, on voit qu'il y a un panneau de circulation qui est complètement faux, qui n'existe pas. Même si ça lui ferait du bien. Ouais, peut-être. Après, il y a des images qui peuvent paraître complètement folles. Je pense notamment, on fait aux jeunes le même quiz. Mais bon, trop facile pour vous. Hein. Par exemple, de cette image-là, est-ce que c'est une vraie ou c'est une fausse image? Je ne sais pas si vous savez si cette image c'est une vraie ou une fausse image, par exemple. Mais typiquement, ouais. Bah c'est une vraie, en effet, c'est une vraie image. C'est Emmanuel Macron qui est en vacances, qui est sur un jet ski. Aujourd'hui, avec l'IA, en plus, ça nous met une distorsion de notre rapport à l'information. On ne sait plus, en voyant une photo, si elle est vraie ou si elle est fausse. Le bon réflexe, il nous avait énervé. Le bon réflexe, c'est toujours quand même de se poser la question, de se dire, est-ce qu'il est vraiment sur ce jet ski? Donc, allez vérifier cette information. D'où vient cette photo? Quelle est sa source? Qui l'a prise? Quelle date? Quel site? Est-ce que d'autres sites en ont parlé? C'est un moyen d'aller vérifier cette information-là quand on a un doute, parce qu'en effet, si vous voyez Emmanuel Macron avec un gilet, donc là on voit c'est fait par IA, et en effet l'image est assez nette comparée à celle-ci qui ressemble plus à une photographie, mais voilà, il y a toujours cette possibilité-là de se faire piéger par une fausse image, surtout que l'IA elle progresse voilà, saison après saison, mois après mois, et on peut être sur quelque chose de plus en plus compliqué à déceler. Ah, voilà une petite question un peu plus compliquée pour vous. Donc vous n'allez pas pouvoir lire, mais combien de titres de presse existent en France? Est-ce qu'il y en a une petite trentaine, entre 100 et 150, entre 3000 et 4000, ou plus de 10 000? Le bon réflexe, c'est d'écouter des journalistes intègres comme toi. Bonjour Florian. Merci Kate. Alors, combien est-ce qu'il y a de titres de presse en France? Donc on prend tous les titres, mais en général. Une petite trentaine, entre 100 et 150, entre 3000 et 4000 ou plus de 10 000, selon vous. Dommage qu'on serve mal de l'IA pour tromper, ça déforme le professionnalisme du journaliste. C'est vrai, ouais, mais après, c'est aux journalistes d'aller prouver qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. En ligne aussi, non, que la presse écrite, Vax, que la presse écrite. Est-ce qu'il y en a une trentaine, entre 100 et 150, entre 3000 et 4000 ou plus de 10 000? Entre 3000 et 4000 pour toi, Vax. Plus de 10 000 pour Alex. En kiosque, oui, en kiosque ou non, hein, partout. Plus de 10 000. Bon, vous êtes assez... Il y a eu une bonne réponse, du coup. C'est entre 3000 et 4000. En fait, il y en avait 3900 en 2021 selon le ministère de la Culture. Mais il faut se dire qu'on était en 2021. Chaque année, il y a des titres de presse qui disparaissent. Donc, comme les titres de presse disparaissent, il y en a certainement moins aujourd'hui, mais on reste quand même à plusieurs milliers de journaux qui existent. Donc, excellente bonne réponse de Vax Poetics qui repartira avec le jour où on se fera une rencontre. Je sais même plus où je l'ai mis. Avec ce mug TFX que j'ai ramené. Est-ce que vous savez qui est Albert Londres? Je suis sûr que vous savez qui est Albert Londres, vous. Est-ce que c'est l'ancien présentateur de l'ORTF? Est-ce que c'est le premier présentateur d'une matinale radiophonique? Est-ce que c'est le fondateur du Figaro? Ou est-ce que c'est une référence dans le journalisme d'investigation? Albert Londres, qui est-ce? L'ancien président de l'ORTF, le premier présentateur d'une matinale radiophonique, le fondateur du Figaro, ou une référence dans le journalisme d'investigation? Ah ah! La référence, ouais, un prof de Sciences Po. C'est une bonne réponse de Olfou. Olfou qui, du coup, repartira, elle, avec le mug TCM Cinéma Historique. J'aimerais vous faire gagner des parts comme ça. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait une enquête sur les bagnes à Cayenne. Ah oui! Je crois que tu as bel et bien raison. Tu as bel et bien raison, Olfou. D'ailleurs, du coup, son nom a été donné aujourd'hui à un prix, le prix Albert Londres, qui récompense souvent le meilleur travail d'investigation de l'année. Donc vraiment, un journaliste qui reçoit un prix Albert Londres. Parmi les gens connus, Fabrice Arfi a dû en recevoir un dans mes souvenirs, mais surtout Tristan Valex, pour son enquête sur Vincent Bolloré, pour rester un peu dans les médias, a reçu un prix Albert Londres, donc ça reste quand même un prix important. Ah, alors ça, il y a intérêt que vous ne trompez pas. Que peut faire l'ARCOM?
Plusieurs réponses sont possibles. Est-ce qu'elle peut empêcher la diffusion d'une émission en amont, c'est-à-dire avant qu'elle arrive? Est-ce qu'elle peut sanctionner financièrement une chaîne pour un manquement? Est-ce qu'elle sanctionne un animateur après un dérapage? Ou est-ce qu'elle peut suspendre l'antenne d'une chaîne? Qu'est-ce que peut faire l'Arcom? En gros, censurer une émission avant son arrivée à l'antenne, sanctionner financièrement une chaîne, sanctionner financièrement un animateur après un dérapage, ou suspendre l'antenne d'une chaîne. Alors pour toi, c'est 2, 3, 4. Sanctionner financièrement, 2, 3, 4 pour Vax. Sanctionner financièrement, 2, 4. Ah, t'es passé à 2, 4. Pour toi, suspendre 2, 3 et 4. Ok, bah, je vais vous donner la bonne réponse. Bon, ça, c'est mon domaine de... Je n'ai même pas besoin de tourner la page. Alors, la censure, non. La censure n'existe pas en France, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire, nous essayer de nous faire dire. L'Arcom ne peut pas censurer, ne peut pas empêcher l'arrivée d'une émission télé. C'est pour ça qu'on a souvent des hommes politiques lors d'un événement présidentiel qui disent, vous vous rendez compte, ils ne m'ont pas invité, il faut interdire cette émission. C'est impossible. L'Arcom ne peut pas intervenir sur le choix éditorial d'une chaîne. Donc ça, clairement, c'est impossible. La une, c'est impossible. La deux, sanctionner financièrement une chaîne pour un manquement. Oui, c'est ce qui arrive tout le temps. Tout le temps. Une chaîne, elle a un cahier des charges. Elle a un devoir qu'elle doit donner à l'Arcom, puisqu'elle a signé pour avoir cette fréquence gratuite. Et donc, du coup, elle a un cahier des charges à suivre. Et dans ce cahier des charges, si elle sort de ce cahier des charges, elle peut recevoir des sanctions, une mise en garde, une mise en demeure et une sanction financière pour un manquement à ses obligations. Évidemment, est-ce que sanctionner un animateur, elle peut le faire? Eh bien non. Non, parce que s'il y a un manquement, s'il y a un dérapage à l'antenne, c'est pas l'Arcom qui vient sanctionner l'animateur. La responsabilité, c'est toujours celui de l'éditeur, de la chaîne télé ou radio. Donc, c'est la chaîne qui est responsable de ce qu'elle met à l'antenne. Donc, s'il y a un animateur qui dérape, il ne recevra jamais d'amende de la part de l'Arcom. En revanche, c'est à la chaîne de le punir, de l'empêcher de recommencer. Et c'est toujours la chaîne qui est sanctionnée. Donc non, la 3 était fausse. La 3 était fausse. En revanche, la 4 était bonne. C'est pas arrivé souvent. Mais suspendre l'antenne d'une chaîne, si une chaîne fait des dérapages qui deviennent de plus en plus dangereux, l'Arcom peut être en mesure de la suspendre pour protéger le choix des auditeurs. Donc voilà, on est plutôt et des téléspectateurs. Si on a une décision, quelque chose de hardcore, ils diffusent des images de terroristes en direct à l'antenne, et ils le font ça de manière quotidienne, en divertissement, la chaîne peut très bien être punie pour ça. Donc non, en effet, des émissions ont été retirées, non. Alors, des émissions ne sont pas retirées directement, en fait, c'est l'éditeur qui va être puni, et par exemple, on va lui dire, vous ne pouvez pas mettre cette chaîne-là, cette émission-là, à telle heure, parce que si vous la mettez à telle heure, ça ne respecte pas le cahier des charges. Donc si vous le faites, amende, risque de sanctions très graves. Donc indirectement, ils font retirer des émissions. Mais parce que ça ne correspond pas aux règles qu'il peut y avoir auprès de l'Arcom. L'Arcom, elle ne va pas décider de ce que des animateurs qu'il y a sur une chaîne, des émissions qui sont proposées. En revanche, si ces émissions ou ces animateurs ne conviennent pas, ils vont dire à l'éditeur, là ça ne va pas. Là, ça ne correspond pas aux règles qu'on s'est mis dessus, et il va falloir bouger. Il y a eu un film sur ça, je savais pas. Je sais pas de quel film tu parles, cher ami. Mais donc voilà, donc sur ça, c'est clair et net, l'Arcom peut intervenir que dessus. Qu'est-ce que la loi du 29 juillet 1881, ouais, ça date, hein. C'est la loi pour la liberté de la presse, la loi contre les fake news, la loi sur la concentration des médias ou la loi pour l'abattement fiscal des journalistes. Donc censure indirecte. Pas censure indirecte, c'est non-respect des règles, Amaré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, si tu es en classe et que tu insultes ton professeur toute la journée, tu te fais virer de la classe. Indirectement, est-ce que c'est du coup de la censure pour tes insultes? Bah non. Bah c'est le même système. Alors là, la réponse était pour la liberté de la presse, Vax. Mais voilà, Maré, je ne sais pas si tu vois la petite nuance, elle est sur ça. Elle est sur le fait que, en gros, c'est l'éditeur qui a toujours des responsabilités et qui doit respecter les règles. Donc si elle décide de mettre à l'antenne une émission qui pose problème au nom de son cahier des charges, et ben en fait, elle va se faire punir. Et on lui prévient que ça peut être très très dangereux. Très très dangereux. On va voir si vous suivez bien mes lives. Quel média
Vincent Bolloré, ne détient pas. Est-ce qu'il ne détient pas Europe 1, le journal du dimanche, Valeurs Actuelles ou... Alors, c'est marqué C8, on va dire CNews, mais bon, vous savez. Alors, quel média il ne détient pas entre Europe 1, le journal du dimanche et Valeurs Actuelles? Est-ce qu'il y en a qui savent? Dans le chat. Valeurs Actuelles. Ouais, Olfou, elle est forte. Olfou, elle est forte. Tu repartiras avec ce vieux thermos qui a fait plusieurs saisons de la tournée. Ouais, vous avez vu, en plus, il n'y a plus de télé-shopping. Je ne vais pas le faire ici, mais en effet, c'est Valeurs Actuelles. C'est Valeurs Actuelles. On parlait tout à l'heure du coût. On parlait du coût des journaux. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Parce que je vous l'aurais montré tout à l'heure, sinon. Hein. Une belle casquette lumière sur l'info. Toujours, elle est là. La première, hein. La première qui est née. Je l'ai depuis le début. Combien coûte le monde? 1,20 €, 1,80 €, 2,50 € ou 3,60 €? Donc vraiment, c'est à vous de voir combien, selon vous, coûte le monde. 1,20 €, 1,80 €, 2,50 € ou 3,60 €. Combien coûte le monde? Bon, vous avez raison d'être moins bavard, c'est pas toujours facile de suivre. Je sens que 3,80 €. Ça a peut-être évolué, hein, je sais plus à combien il est là. Combien il a été acheté celui-ci? 3,80 €. C'est-à-dire qu'on est... Alors même moi je suis vieux sur ce truc, il est à 3,80 €. En effet, bonne réponse, Olfou. Le quiz est... Alors pour vous dire, ce quiz a été fait en 2024 lors de la première tournée. Il était à 3,60 €. Aujourd'hui, il est à 3,80 € comme tu as dit, Olfou. C'est une excellente réponse. J'achète pas le journal 1,80 €. Et bah ouais, Amaré, t'étais bien loin. Le Monde coûte extrêmement cher. Donc voilà, il y en a qui coûtent moins cher. Le Parisien, on a vu tout à l'heure, il était à 1,90 €. La presse a un prix, on en a parlé énormément tout à l'heure. C'est forcément le risque. On va terminer du coup avec cette photo. Est-ce que c'est une vraie photo ou une fausse photo? Je ne sais pas si vous voyez la photo. Ce que vous pensez, on voit du coup Donald Trump en train de servir des frites. C'est une vraie ou une fausse? Vraie photo, fausse. Et bah en effet, c'est une vraie photo de Donald Trump qui a été prise dans la campagne présidentielle, du coup, la campagne présidentielle de l'année dernière. Et donc on a eu un Donald Trump qui s'est retrouvé directement dans un McDo pour dénoncer le fait que comment elle s'appelle, pour dire en fait que son ancienne concurrente Joe Biden, Kamala Harris, elle avait dit qu'elle allait travailler dans un McDo. Bah, lui avait dit je vais travailler encore plus longtemps. Donc il était dans un McDo dans cette opération de communication. Donc voilà, donc c'est un peu toute l'ambiance qu'on a dans ce camion. Là on vient de passer une heure et demie ensemble à parler info médias. On était un peu plus nombreux au début, vous êtes plus que 8, mais bon, on était 8 en forme. Il faudrait regarder toutes les infos tous les jours pour être au courant de tout. Oui, c'est pour ça que souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille aussi aux gens de trouver des médias de confiance, des médias de sûreté, des médias de fiabilité, avec qui on partage aussi des valeurs, mais aussi de multiplier de temps en temps ces sources-là. Mais voilà, ne pas tout lire, ça sert à rien, même si là, vous voyez, on a réussi à tout voir parce que j'ai fait ce travail d'information, de vérification, de lire chacun des articles. Ça m'a pris 1h30, je pensais commencer à 14 h, finalement j'ai commencé à 14 h 30. Ça m'a demandé assez de temps, mais en tout cas, voilà, allez prendre, voilà, peut-être un journal de temps en temps, si ça peut vous plaire, l'offrir à son parent. Moi, le premier journal que j'ai eu entre les mains, c'était le Sud-Ouest. Sud-Ouest, c'est un journal de PQR, un journal régional, qui permet aussi... Salut Rock, 8 personnes de qualité, mais oui, mais de toute façon, ça reste toujours chouette. Faut aider, mais voilà, moi, mon premier journal, c'était le Sud-Ouest, parce que voilà, moi, je suis originaire du Pays Basque. Mon grand-père vivait à Hendaye à l'époque, et donc il achetait le Sud-Ouest tous les jours. Et donc mon premier journal, c'était ça, et Détective. Je sais pas si c'est un connaît Détective, l'actualité des faits divers. Donc c'est
c'est un journal qui est aussi particulier, qui s'intéresse aux faits divers, qui reste comme une passion française, hein, qui anime les gens énormément. Donc voilà, il y a différents moyens d'acheter la presse, l'acheter de temps en temps, l'acheter pour sa famille, peut-être en vacances aussi, pour savoir les actualités qu'il y a dans le coin. Si vous venez à Orléans, si vous allez à Roanne, si vous allez à La Rochelle, à Narbonne, en Bretagne, à Saint-Malo. Voilà, il y a plusieurs moyens de s'informer et ça peut être vachement chouette. Bien sûr, continuer je dirais, à prendre un peu de temps, ne pas tout lire, mais prendre un certain temps quand même pour s'informer. Ça reste vachement chouette à voir et pour s'intéresser. Merci, j'ai appris des choses. Au revoir. Au revoir, Marais. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à revenir, à t'abonner. J'espère que t'es abonné. C'est aussi l'idée de pouvoir apprendre des choses, hein. Je sais que voilà, on est en plein milieu des vacances. L'après-midi, il y a beaucoup de gens aussi qui sont à la plage en train de profiter des vacances, donc moins sur TikTok. En général, c'est plus un public de soir, mais c'est chouette d'avoir. Voilà, on était une petite quinzaine en moyenne. Moi, je suis devenu journaliste. C'est une envie depuis très tôt, hein. J'avais écrivé dans mon propre journal quand j'étais jeune. Donc c'est des choses qui viennent de longtemps. Sympa tes vidéos sur les retours en arrière télévisuels. Ouais, j'espère aussi que ça vous plaît. J'essaie de proposer toujours aussi un petit contexte. Le métier de journaliste, c'est aussi apporter du contexte à un événement. Souvent, on a ce qu'on appelle une information brute. C'est-à-dire qu'on la reçoit telle qu'elle, on appelle ça une dépêche, et il faut être aussi en mesure de mettre un contexte, à expliquer ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là, ce qui s'est passé après, prendre du recul, apporter de la nuance. C'est pas toujours les gentils contre les méchants. Donc essayez toujours de faire cette approche-là. Il y a beaucoup de journalistes qui le font. C'est pour ça qu'on trouve aussi des longues enquêtes. Parfois, un papier bien écrit va demander une semaine de rédaction pour avoir vraiment cette chose-là. Salut, par contre, Forest est une menteuse pathologique. Ah, bon, ça, c'est c'est un autre sujet, Farrell. Farrell, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc le journalisme, je pense que c'est essentiel. C'est aussi un marqueur d'une démocratie en France. Un marqueur pour dire voilà comment fonctionne un pays. Plus ces journalistes seront libres, plus les journalistes ont le droit d'exercer librement, plus on va être en démocratie. Moins on le sera, moins il y aura de place pour le service public, moins ce sera facile. Je voyais par exemple tout à l'heure que dans un des journaux que le RN souhaitait privatiser le service public en France. Dans les autres pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Parce que pour eux, c'est plus intéressant d'avoir eux-mêmes leur lieutenant à la tête du service public en termes de propagande. Ils pensent notamment à la Hongrie, avec Viktor Orban, qui dirige le pays et qui n'a pas privatisé le service public, mais a fait le choix de mettre des proches à lui à la tête de l'équivalent de France Télévisions, Hongrie Télévision, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Mais c'est des choix politiques. Voilà, il faut se rendre compte aussi qu'il est essentiel de se faire une opinion, de se forger une opinion, d'avoir un esprit critique. Et c'est de cet esprit critique, de cette opinion qu'on peut voter demain. Et c'est ces politiques-là qui vont faire évoluer aussi nos médias, nos libertés, notre approche aussi de l'information. D'ailleurs, l'intitulé des chaînes de France TV a changé. Oui, c'est France.tv. La gauche a privatisé en France. Pour toi, Farrell, la gauche a privatisé en France. Non, en général, la gauche, elle a nationalisé historiquement Farrell. Si on prend là, du coup, dans mon travail de contextualisation, la privatisation, elle est souvent du côté de la droite, quand il y a la droite au pouvoir, que la gauche. Il est quelle heure? Je suis vraiment désolé, j'essaie de suivre. Mes excuses exactes, ouais. Il fait chaud, hein. Je sais pas si chez vous il fait chaud, mais c'est un vrai sujet. Mais la météo, c'est une actualité aussi, hein. Il y a des gens qui s'informent de différents biais sur TF1, dans leurs journaux. 26 degrés dans la Manche, ok, là je crois qu'il doit faire 27 ou 28. Si on m'avait mis dans un hôtel avec piscine, je vous aurais fait le live depuis la piscine. Voilà, l'info sur l'eau. Peut-être la prochaine fois on aura un bateau, hein. J'ai le permis bateau, donc ouais, il fait très chaud, le fou. Toi t'es au frais là, c'est super. En tout cas, c'était super chouette de faire ce live, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous de toute façon sur la chaîne on se retrouvera avec d'autres. Ah ouais, 40 degrés en Grèce, ah oui il fait un peu chaud, Web Métropole.
Voilà, si vous avez d'autres questions sur le journalisme, n'hésitez pas. Moi, je suis là, je peux répondre à votre question. Si vous voulez venir nous voir sur la tournée, vous pouvez aussi. Si vous avez envie de faire du journalisme ou quoi, n'hésitez pas aussi à venir me voir. On se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres lives prochainement. Et il y aura un autre live, peut-être que vous tomberez dessus demain. On sera plutôt dans la matinée, toujours ici, toujours au même endroit, pour parler de notre initiative. J'aime bien mes vidéos. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était un chouette moment à faire. C'était assez cool. Voilà, on essaie de chercher aussi des formats comme ça. Il faut le faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien de vos vacances et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.